Oh! C'était un redneck en tuxedo que j'appelle. Ah ouais. Facebook, c'est quoi? C'est une affaire de livres. La minute quelque chose qui sort de nouveau, je l'essaye. Fait que c'est quoi ton OnlyFans? Les fameuses agences. Toi, t'étais pas au courant, là. Non, on a eu des cues. C'est comme... Voyons donc, ça brasse donc bien. Moi, j'aimerais ça voir ça au Salon du Livre de Montréal. Crips and Blood Night. Ah, je peux pas en parler. Profilant Agence Créative est fier de vous présenter son podcast Talk Show et ses 3 animateurs, Hugo Isabelle, Louis Gélina et Jean-François Breton. Bon épisode. On commence-tu? Quand je fais du SMR, tu l'entends-tu? Oui, je l'entends. Parfait. C'est quand tu veux, on start ça. C'est toi qui... Ça roll? Ça roll depuis tantôt? Ouais. Ça roule. All right. Bon, bienvenue tout le monde dans un un autre épisode de podcast de Profila. Aujourd'hui, à la table, on a Hugo, on a Jean-François et on a un invité, un journaliste automobile. On te qualifie comme journaliste automobile. Je peux dire chroniqueur automobile. Chroniqueur automobile, Jules Torque. Et c'est quoi ton Julien c'est- Fortin. C'est ça, je m'en Fortin. allais dire, c'est quoi ton vrai nom? Julien Fortin. Ouais. Puis le Torque, il vient de où? Ben, depuis longtemps, je roule sur le nom Torque. Avant que ça s'appelle Torque Media, ça s'appelait Torque Army. Il y avait Torque Offroad, tout ça. OK. Fait que Julien plus Torque, ça fait Jules Torque. OK, je comprends. Puis, es-tu capable de nous résumer un peu ton parcours? On par a où une t'as histoire avec commencé? Julien. Ça fait longtemps qu'on connaît Julien. Ça fait longtemps qu'on voulait l'inviter à notre podcast. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on voulait jaser avec. Oui. Je vais faire un peu de background. Après ça, on parlera un peu de ton background à toi. C'est que, dans le fond, on était un peu dans la même sphère automobile vers un bon petit bout. On l'a encore un petit peu à certains niveaux, mais je trouve que tu fais une belle job sur les médias sociaux. Puis en ce moment, au niveau du contenu que tu sors, ça va un petit peu plus à l'encontre de ce qui se passe dans le monde automobile actuellement. Puis, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je t'ai écrit, j'étais comme Julien, j'aimerais savoir sur notre podcast, t'es-tu disponible? Beaumont-Saint-Bruno, c'était pas très loin. Fait que t'es là aujourd'hui. Merci beaucoup. Fait que, ouais, c'est ça, Julien, parle-moi un peu plus de qui t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton background? Ben, moi, j'ai grandi à Napierville. Fait que piste de course, tout ça. oui. C'était un petit peu dans le DNA, un peu de où que je venais. Fait que c'était vraiment... Tout le monde était moindrement des gars de char, des gars de truck, des gars de la campagne, des agriculteurs, tout ça. Fait que j'ai gros de background, autant dans de la grosse machinerie que l'agriculture. Fait que bulldozer, pelle mécanique, gros tracteur. Même mon père, à un moment donné, il possédait un des plus gros tracteurs au monde. Il y en avait 4 dans le monde. Quand tu dis des tracteurs, les Famille plus gros au monde, là. d'agriculteurs? Ton père est agriculteur? Ben, il faisait du drainage. Fait Ok. que, Ah, mon Dieu, OK. fait que, il drainait les terres, puis avec ce tracteur-là, il nivelait les terres. Fait que ça prenait un tracteur qui était très puissant. OK. Fait que, 8 roues articulées. Fait qu'il y en avait 4 dans le monde. Puis mon père, à ce moment-là, c'était le seul au Canada qui l'avait. Fait que c'était assez impressionnant. Que moi, j'avais à peu près 4 ans dans ce temps-là. C'était gros comme un Bigfoot. Plus gros qu'un Bigfoot. Puis tu sais, je l'avais conduit. À 4 ans. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu dans le domaine de la mécanique, je pourrais dire, tu sais, de la machinerie. Par la suite de ça, j'ai toujours été passionné automobile, toujours regardé mes livres, mes guides de l'auto, annuels de l'auto, ces choses-là. Puis à un moment donné, ça, j'étais allé au salon de l'auto, j'ai vu qu'il y avait un programme en marketing automobile, puis administration automobile à Georgian College en Ontario, pas au nord de Toronto. Fait que j'ai fait mon collège là-bas. Puis par la suite, j'ai fait mon bac en Floride, à Northwood University. À Northwood, OK. Est-ce que tu faisais du sport à ce moment-là? C'est-tu là qui t'a amené? Non, c'était vraiment scholarship, non? automobile. C'est que c'était vraiment au Canada, c'est un des seuls programmes qui était vraiment en gestion, c'est administration, marketing automobile. Ouais. Techniquement, ça a été comme un peu un programme qui était fait pour gérer une concession. Exact. Ah, ouais. On voit les gens qui font justement Georgian puis Northwood, c'est des gens qu'on voit aujourd'hui à la tête de concessionnaires ou dans des postes de direction, dans des concessionnaires. Est-ce que c'était à ce moment-là ton objectif? Est-ce que c'était dans cette direction-là que tu pensais t'en aller à cette étape-là? Non, pas vraiment. Même si j'étais un des seuls qui n'était pas un fils de concessionnaire à ce moment-là, c'est juste que je voulais évoluer. Je n'avais pas fait mon chemin encore où je voulais exactement aller, mais je voulais être dans l'automobile. Puis, grâce au programme au Georgian, autant à Northwood, tout ça, on a fait des coops, ces choses-là. Puis j'ai pu toucher à plusieurs domaines d'automobile. Grâce à ça, j'ai su un peu plus où je voulais m'aligner. J'ai été autant dans la finance. J'ai travaillé chez GMOC, les gens qui ne payaient pas leur GM pendant une couple de mois. T'as fait du repo, là. Ouais, c'est une des meilleures jobs que j'ai faites de ma vie. C'est sûr que tu ne deals pas avec beaucoup de
positif. Ah Là, non, quand tu dis la repo, là. c'est vraiment... C'est là que j'ai vu que je voulais pas faire ce genre de job-là. C'était à Montréal. Fait que je prenais mon auto, je prenais l'autobus. Après ça, je prenais le métro à partir de Bonaventure jusqu'à Côte-Vertu. À Côte-Vertu, je prenais un autre autobus. Puis après ça, on allait dans un bureau. Puis tout le monde était malheureux dans le bureau. Puis toute la journée, t'appelles des gens qui veulent pas te parler. C'était vraiment du négatif du matin jusqu'au soir. J'ai détesté ça. Puis ça m'a donné l'expérience un peu. Là. Puis, tu sais, là, j'ai pu... Je suis curieux un peu de ce domaine-là, là, parce qu'on on entend comme jamais parler. On en entend parler quand on connaît du monde, mais je veux dire, toi, tu passais ton temps au téléphone à quêter des paiements ou tu disais, il y a quelqu'un qui va venir chercher ton char? Non, mais le Bio-Canada, c'était vraiment... Parce que dans le moment que j'évoluais là, c'était pas rentable d'aller chercher l'auto. C'était plus rentable comme étirer ça. Fait que souvent, on disait, ben, tu vas te faire bientôt ton paiement. Il dit oui, je vais le faire ça. Puis là, tu le marquais au document. Si c'était pas fait, là, après 30 jours, on envoyait une lettre, 60 jours, 90 jours. Puis il y avait des fonctions sur ces choses-là. Mais ceux qui dépassaient les fameux 90 jours, là, c'était comme... C'était une autre personne qui s'occupait de ça. C'était pas un gars qui faisait une coop. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, 18, 17, 18. Oh my God! Okay, quand ta première expérience, c'est ça. Ta première expérience, oui. Mais ça t'a sensibilisé au crédit, dans le fond. Oh oui, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis, c'était pas facile parce que je voyais que les autres personnes qui travaillaient avec moi, ils étaient rendus pas dans une autre place de méchants, je pourrais dire, mais ils sont tellement déjà faits comme avoir par certaines personnes qui étaient habituées d'être comme en retard par leur paiement. Fait que tout le monde était comme méchant pour eux autres. Ah, OK. C'est ça. Puis des fois, nous, à cause qu'on était nouveaux, mais quand la personne pleurait au téléphone, on était comme plus un peu genre « Ah, ben, je vais te laisser une chance. » OK. Il était sanglant, là. Cinglant ou sanglant? Sanglant. Cinglant. Oh, oui, c'était littéralement comme, ben, lui envoyer tout de suite la lettre, puis ci, puis ça, puis tu sais, ben rough. T'as-tu une bonne anecdote de cette période-là? Ouais, c'est quelque ça. chose C'est quoi à me compter? l'excuse la plus weird que t'as entendue? Je suis vraiment curieux, là. Je peux pas entendre. On aimerait avoir son nom aussi. Dans ça. Oh, non. Ah, là, OK. Pas la plus weird, mais la weird. T'en as-tu genre sur 7 sur 10, là, mettons? Ben, tu sais, la plus commune, dans le fond. Qu'est-ce qui était pas... Je sais pas s'il était vraiment supposé faire ça, mais je sais qu'il y en avait d'autres employés qui aimaient ça, fouiller pour essayer de trouver des vedettes, puis ces choses-là. Oh, OK. Puis trouver comment, tu sais quoi, que le crédit qu'il avait eu, le salaire déclaré, puis ces choses. Oui, OK. Ça intéressait le monde qui travaillait là-dedans. Y a-tu des autos des autos en particulier que t'as repo ou autre chose de même? Non, mais tu sais, à un moment donné, il y a un gars qui avait une escalade, là, lui, il dit, tu sais, je viens de me divorcer, puis ça me coûte ci, puis ça, puis... Tu sais, lui, je croyais dans son histoire, en tout cas, lui, là. J'avais comme pitié pour lui. Il était trop stable. Mais il y en avait qui avaient des taux d'intérêt, là, tu sais, il y en a un, à un moment donné, lui avait acheté un Dodge Dakota 94, je pense, puis je pense qu'il était à presque 30%. What? On panique, c'est On était flabbergastés parce qu'on avait vu du 11%. Là, tu sais. Là, il était à 30. C'est comme quelqu'un qui a été refinancé à un taux. Tu sais, des fois, c'est des choses de même. Puis... Une 10e chance au crédit, là, dans le fond. Là, rendu là, à 30%, c'est rough. Là. Fait qu'en gros, regardez, c'est ça. J'ai fait d'autres coops. J'ai fait dans la concession. En concession, j'ai touché autant au service qu'aux ventes, un peu plus la gestion, ces choses-là. Puis par la suite, en finissant un peu d'avoir été en Floride, tout ça, d'avoir fait mon bac, ben là, j'ai tombé plus dans l'événement, la formation, ces choses-là. C'est là que je tripais le plus. On était le plus en contact avec les véhicules. T'sais, moi, j'ai toujours préféré conduire que parler de chiffres puis de financement. Fait que ça a été toujours un peu plus que ce que j'aimais. Fait que là, je suis tombé vraiment un peu dans une espèce de circuit qu'on appelle ça, des salons loto. Puis l'été, je faisais de la formation de concession. OK. Quand tu faisais de la formation, tu formais l'équipe des ventes? Ouais. Ah, sur le produit, OK. OK, comme on a eu nous autres. Ben, j'ai vendu des autos dans le passé, fait que je suis habitué. Fait que... Mais tu travailles pour le manufacturier. Oui, ben, techniquement, il y a comme des sous-agences entre les manufacturiers. On va en parler de ça aussi. Oui, c'est les agences. Les fameuses agences. Toi, t'étais pas au courant, là. Non. On a eu des cues.
Fait que tu travaillais comment tu travaillais? C'était avec qui? Tu faisais quoi exactement, ouais? Ben là, j'ai passé beaucoup de temps avec Ford. Au début, j'ai travaillé avec GM. Après ça, j'ai passé un petit peu de temps avec Volkswagen. Puis après ça, j'ai passé beaucoup de temps avec Ford. Puis là, pourquoi j'ai passé beaucoup de temps avec Ford? De un, c'est une marque que j'aimais beaucoup, puis ils traitaient vraiment bien leurs employés, même si on était à contrat avec eux. Puis je suis tombé aussi dans le team USA Canada. Fait que là, c'est là quand ils ont fait une fusion de l'équipe États-Unis-Canada, c'est là que je suis rentré là-dedans. Puis un petit peu, là, c'est là que j'ai pris un peu ma place, que je gérais l'équipe Canada. OK. Puis je faisais du recrutement, tout ça, de la formation. Puis quand on tombait dans l'équipe fameuse, le hybrid, que je pourrais dire, Canada-USA, c'est là que là, on avait un gros circuit de salon de l'auto qu'on pouvait travailler là-dedans presque à l'allée longue. Il y avait 80 salons de l'auto. Ah, 80? Ah, mais incluant les États-Unis. C'est ça. Aussi. C'est lequel le salon de l'auto le plus impressionnant que tu as participé ou que tu as vu? Là, mettons, on oublie le SEMA, là, si on peut que... J'ai jamais fait SEMA. OK. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai quelque chose à Las Vegas, ça se cancelle à la dernière minute. C'est comme une ville, je peux pas aller. La ville du vice. Il n'y a pas encore un lock là, ça map. C'est parce que... Comment je pourrais dire? J'ai passé tellement de temps dans les salons de l'auto. J'ai passé... Tu sais, j'ai travaillé avec les salons de l'auto. Encore là, l'année passée, je travaillais encore avec eux. OK. Fait que techniquement, j'étais encore impliqué dans les salons de l'auto, mais pas autant qu'avant. Tu sais, avant, je faisais du presque 13-14 salons de l'auto par année. C'est qui est quand même beaucoup, là. C'est un peu plus qu'un par mois, à peu près. C'est un peu plus. Ben oui. C'est beaucoup. Là, un centre d'auto, c'est lourd là, déjà à participer. Là. Nous autres, on en participe à 2 par année, Québec-Montréal. Puis... Mais moi, j'aimerais t'entendre parler des salons de l'auto en général, parce que là, dans les dernières années, bon, évidemment, avec la COVID, c'est passé un paquet d'affaires. Avant la COVID, il y avait un paquet de manufacturiers qui avaient déjà commencé à slacker leur présence, à juste canceller leur présence dans certains événements, notamment à Montréal. Là, on va avoir un salon en 2023, en janvier, ça s'en vient, c'est officiel. Il va manquer beaucoup de joueurs, il va manquer beaucoup de monde. J'aimerais savoir ton take sur l'avenir des salons de l'auto. Comment tu vois ça en 2022-2023 par rapport à ce que ça a déjà été, puis quelle place ça prend en ce moment dans l'industrie, mettons? Mais il faut se dire que j'ai passé beaucoup de temps dans les salons de l'auto. Fait qu'il y a des choses que je sais que d'autres personnes ne voient pas de l'extérieur. Okay. J'ai passé 13, 15 ans et plus là-dedans. J'ai fait tous les jobs qu'il n'y avait pas. Puis à un moment donné, moi, j'étais floor manager, que ça s'appelle. Fait que là, tu manages tout le staff. Puis tout dépendant de la compagnie, il y a différents employés puis ces choses-là. Fait que t'as du monde qui vont gérer tout ce qui est ton décor. Fait que tu as un kit de décor. Tu as des gens qu'on appelle, nous autres, on appelait ça des product specialists. Ça, c'est des gens qu'on avait fait un bon training, qui connaissaient bien les véhicules. Ceux-là, on les gardait sur le tour. Il y a des gens qu'on engageait plus au niveau local, on appelait ça des CSR. Ça, c'est ceux qui vont t'achaler pour le concours. Ah ouais, l'adresse courriel. Puis On a aussi une équipe de detailers qui s'occupe de laver tous les véhicules. Puis souvent, cette équipe-là, dans leur équipe, mais c'est eux autres qui gèrent aussi tout le transport des véhicules, puis tout ça. Tout dépendant des compagnies. Nous, ça marchait comme ça. Mon avis à moi, regardez, c'est que les salons de l'auto avec les manufacturiers, c'était tellement des vaches à lait pour les convention centers, toutes ces choses-là. Ils ont comme trop... Ils exagéraient. Ils ont tellement chargé cher. Ah ouais, hein? Sur les coûts. Il y a des choses que j'ai vues, c'était ridicule. Là. Louer une chaise, là, c'était comme des $1000. Là, c'était comme, c'est un rideau, c'est ça. Je vais vous donner une anecdote. À un moment donné, je dis pas où, quel salon. Là. Non, c'est correct. Ça reste entre nous. Là. Mais on avait un mur, peut-être la moitié d'ici comme mur, à peu près à la même hauteur. Rien de super haut. Pas d'électronique dedans, juste un logo Ford. Puis Toyota a fait une plainte qu'on cachait trop leur display. OK. Puis il avait fallu le déplacer pendant la nuit. Puis là, on tombe dans tout ce qui est union, temps double, temps triple. Ça prend tant de personnes. Puis là, pendant le show, ça prend telle autre équipe pour déplacer les véhicules. En gros, déplacer ce mur-là, ça coûtait presque 40 000 Tabarouette! Moi, je m'attendais à un genre de 5-6 000. Je sais qu'ils vont être traversés à 5-6 000 puis 40 000. Non, puis moi, j'étais un petit peu plus jeune, un peu plus arrogant dans ce temps-là. Fait que je suis comme, je vais le faire avec mes chums pour 10 000, tu sais. Oui, c'est ça. Ça passait pas, cette joke-là. Non, ça passait vraiment pas. Fait qu'autrement dit, les conventions
conventions, dans le fond, ont comme abusé beaucoup des manufacturiers parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent là. C'est juste ridicule parce qu'il y a des places, il y avait des choses qui ne faisaient pas de sens. À Washington, D.C., au Salon de l'Auto, techniquement, lui, même s'il n'est pas aussi gros que L.A., puis New York, puis Toronto, ça reste un Salon de l'Auto global. Il y a différents niveaux de Salon de l'Auto. Ouais. Puis Toronto, ça l'est. Montréal, c'est pas un international, c'est pas un global. Ah, OK. Fait que c'est un niveau en bas. OK, je pensais que Montréal était quand même... À quel moment c'est considéré international? Ça va par le kit de décor. Détroit, c'en est un, non? C'est-tu un? Détroit, c'est comme dans presque une autre section. C'est un global, mais souvent, ils vont avoir un kit pour Détroit. C'était comme ça dans le passé. Parce que Détroit, cette année, ce qui en est ressorti, c'est que c'était d'une tristesse. Là. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de dévoilement d'auto ou... Il y a un autre budget juste pour Détroit. Ah, OK. Je vais donner un exemple. Là. Mettons que je faisais un show à l'extérieur à une autre place, puis je voulais une casquette ou un autre chandail parce qu'on en avait un ou deux, un polo, quelque chose genre. Il n'y avait pas de budget pour ça. Mais pour Détroit, les filles avaient toutes des talons hauts Jimmy Choo à 800 $ la paire. Ah oui, hein? Parouette, OK. C'est Parce que c'était Détroit. C'est Détroit, c'est un autre budget, un autre département dans le corporate. OK. Hey, c'est fou, pareil. Je savais pas qu'il y avait autant de... Ah, on le voit pas, nous autres. Là. Même nous, dans l'automobile, c'est pas quelque chose qu'on savait Non. ou qu'on voyait. Et puis il y a les coûts aussi reliés aux véhicules comme tels, parce que j'avais aussi entendu parler du fait que les voitures qui sont là, puis qui sont... Chez Magané. chez Ils font Audi, maganer pas mal, là, là. chez Audi, je me souviens, quand je travaillais là, il y avait il y a eu la nouvelle R8 qui avait été dévoilée. Ouais. Puis ils ont changé 2 fois le set de banc dans l'auto, tellement qu'elle se faisait... Ouais, ça, c'est des trucs que moi, je m'ai déjà ostiné dans le temps. À un moment donné, j'étais à Québec, justement, puis on avait une Mustang de la 2015 qui venait juste de sortir, la S550. Puis on l'avait barrée parce que ça en venait trop magané. Ben, c'est ça. Mais en face de notre display, on avait GM que eux autres, les portes étaient ouvertes de la Corvette ZR1. Tout le monde se prenait en photo avec. Puis ils ont passé, je pense, 3 ou 4 sièges, je me souviens pas exactement, Ça, c'est débile. pour Ouais. la saison du Salon de l'Auto. Mais l'affaire qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec le Salon de l'Auto, c'est qu'ils sont pas capables de mettre des chiffres. On dépense tant, mais c'est quoi le résultat sur papier? Ça, c'est des trucs marketing, je suis sûr que vous êtes là-dedans, les gars. On connaît ça. Mais c'est comme, à un moment donné, surtout avec les réseaux sociaux de nos jours, c'est quoi l'impact du Salon de l'Auto à comparer de qu'est-ce que ça te donne? Tu sais, le jeune qui va se prendre en photo dans ZR1 ou le bonhomme, puis après ça, il met ça sur son Instagram. Mais c'est de la publicité gratuite. Ouais. Ça vient en bout de ligne, mais tu peux pas le calculer. Non. C'est pas une vente concrète. Tu n'as pas le fameux calcul là, du funnel, là, du départ jusqu'à il y a eu un lead, il y a eu un rendez-vous, il y a eu un essai routier, puis il a livré le char. Là. Puis souvent quand tu vas au salon de l'auto, c'est que tu es déjà intéressé à cette marque-là. Puis tu attends le salon de l'auto pour aller voir l'auto. Fait autrement dit, le salon de l'auto n'y est pas pour une vente parce que la personne était déjà sur le marché pour magasiner l'auto. Moi, ça m'arrivait souvent parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de concessions qui vont qui participent au salon de l'auto. Ben oui, je l'ai fait. Honnêtement, j'ai adoré mes expériences. Là, personne n'aimait ça. Moi, j'étais le seul qui était comme go, 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 go. Puis je vendais des autos à travers ça, mais c'était souvent comme toi, t'es dans quel coin? Ben, je suis arrivé de Montréal. OK, mais moi, je suis là pour un C300 Wagon, en l'occurrence, là, qu'on a fait le dévoilement. Puis ben, la personne savait déjà les specs, tout ça. Elle voulait juste s'asseoir dedans puis comme voir à quoi ça ressemblait l'auto. Fait que, est-ce que j'ai vendu l'auto à cause du salon de l'auto? Mais là, regardez, il manque des véhicules en concession. Le Salon de l'Auto devrait shiner pour ça. C'est vrai, j'ai pour pas que pensé à les ça. gens aillent au Salon de l'Auto parce qu'il n'est pas en concession ce véhicule-là. Je veux la commander, mais je veux m'asseoir dedans avant. C'est très important. Ouais. Mais on revenait un peu à nos histoires de voitures maganées. J'en ai une bonne. Vas-y donc. Wouhou, ça part. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Mais la pire histoire qui se passe, c'était vraiment au Salon de l'Auto de New York. À New York, il y a plusieurs journées spéciales. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à cette heure. En tout cas, il y avait une soirée spéciale, c'était Gang Night. Là, c'était vraiment les Bloods et les Cribs qui allaient au Salon de l'Auto. Ah ouais. Attends, mais c'était Brandon même ou genre c'était Lequel, comme ça? un non-dit? Los Angeles? Non, Non, c'est New York. Ah, ok, mon Le Dieu. Gang Night. Mais ça s'appelait vraiment de Non, même, c'est ou- interne. C'était interne, OK. Tu le savais que... C'était tellement intense ces soirs-là que tout le staff t'a enlevé du Salon de l'Auto. Oh my God. Il amenait de la police, il amenait plus de sécurité. What? Puis si dans ton display, tu avais un auto rouge ou un auto bleu, mais là, les rouges, ils pétaient l'auto bleu. Puis Ben, voyons vice-versa, donc, là. Ah ouais. Puis c'était comme C'est ridicule. donc Là. bien Ben voyons donc. C'est comme si les autos étaient débarrées, c'était exacto dans les sièges. À cause de la couleur de l'auto ou juste parce que Couleur c'est de l'auto. des...
Ah, ouais. C'est Mais ça. puis pourquoi qu'il se timait? Est-ce que tu sais un peu J'ai l'origine jamais de su, ces... j'ai jamais su. C'était vraiment cette soirée-là qu'elle allait là. Là, t'es voyais puis- débarquer eux autres, ça se battait-tu un peu? Ben, on n'était pas là, on avait congé. Ouais, non, je comprends, mais ils se battaient-tu en... Tu sais, y avait-tu de la Ça batte? brassait. La police, Un ça salon de l'auto. Puis moi, voyons. j'avais. Dans ce temps-là, j'étais chez Volkswagen, puis on avait des agents de sécurité undercover. Oh, OK. Puis à un moment donné, en tout cas, il y a un client qui a été bête avec moi, il me lançait une brochure presque dans le visage. Puis, tu sais, on était à New York, ça faisait pas si longtemps que ça, le 11 septembre, ces choses. OK. Puis là, je vais voir mon undercover, tu sais, j'ai dit, lui, il vient de me lancer une brochure en face. Là, le gars, il fait comme, lui, là, de telle couleur, là, tu sais. OK. Puis lui, c'était un ex-LAPD Ah, OK, oui. qui était dans le SWAT. Ah, ouais, OK. Il a ramassé le gars comme jamais. C'était- Genre, c'est- physiquement, il te l'a sorti. Là, Ah tu sais, ouais, là. puis il était armé, tout le kit, Oh, puis wow. ça niaisait pas, là. Puis tu sais, s'il y en a un qui te faisait des menaces, puis tout le kit, là, c'est comme... Voyons donc, ça brasse donc bien à New Moi, j'aimerais ça York, voir ça au pour Salon ça. du Livre de Montréal. Crips and Blood Night. Ah, mais regarde, des histoires comme ça, j'en ai à l'infini, là. J'ai 15 ans d'expérience, là. À un moment donné, j'étais au Texas Fair, puis il y a un soir, ça brassait, il y avait des gangs, puis il y a quelqu'un qui s'est fait stabber chez Toyota. Ouais. Voyons C'est donc. violent, aller au Chez salon de Toyota. l'auto, je capote. Ben, C'est un gros défi. Là. Texas Fair, c'est différent. Ouais, OK. Texas Fair, ça dure 1 mois. Hein? Il y a plus de 3 millions de attendance. Puis c'est une fair. Fait que dans la foire du Texas, à l'intérieur, tu as un salon de l'auto. OK. C'est comme l'expo Saint-Hyacinthe, mais. Ouais, mais là... Puis là, c'est comme le Exposant festival 10. là, du fried food. Avez-vous déjà vu ça, des fairs? Non? Ben, pas au Texas. Un peu, là, un je veux peu. dire, Bon, ben, c'est super vieux. C'est des affaires de cowboy un peu, mais c'est des affaires de la bouffe. Là, c'est là que tu vois les gens super obèses. Ah, OK. Ah, OK. parce que- Les vrais, là. Oh, ouais. Yeah. Quand tu pèses comme 400 livres, t'es lightweight. Là. Oh, Tabarnak. Lightweight. C'est vraiment... Seigneur. Wow. OK, ben, je veux participer à ça. Je veux Mais voir ça. tu- C'est est-ce comme que- un zoo, dans le Ouais, fond. c'est ça. Les gens sont plus capables de marcher. Ils ont tous des scooters électriques, ces choses-là. Wow. Puis là, ça se stab entre eux de même. hein? Non, mais non, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que ça en est triste parce que on dirait que c'est un peu que ça les encourage, mais ils sont là pour ça, pour la bouffe, tout ça. Mais en plus d'avoir la foire, t'as un stade de football à l'intérieur de ce qu'on est. Puis à chaque année, il y a le Cotton Bowl. Puis au Cotton Bowl, il y a beaucoup de gens qui viennent là. Puis j'ai parlé à un ambulancier, puis juste la journée du Cotton Bowl, il y a eu 56 appels pour des arrêts cardiaques. Oh, OK. OK. C'est à ce niveau-là, là. Oh, oui. Wow. Des fois, quand c'est frit, c'est pas super bien. Mais c'est parce qu'il y bien a cuit là. aussi, là, c'est ça. Il fait, Ah. il fait genre 35 degrés. Il fait 35, ouais. Dans les l'événementiel, on l'a vécu, Ouais, là, ouais, on sait un c'est peu ça. c'est quoi, mais à ce Ça, c'est point-là, quoi, j'en là? reviens pas. Du monde qui s'abreuve que de bière à 35 degrés puis qui mange pas, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ma question pour toi, c'est tu m'en parles, puis la première chose qui me vient à la tête, c'est t'as l'impression d'être un gars qui a un peu, pas dire perdu espoir, mais qui a peut-être un peu été turn off des salons de l'auto. Je suis pas turn off. J'encourage toujours le salon de l'auto. L'année passée, j'étais avec eux autres. On faisait Expose ton char. Il n'est pas de retour cette année, malheureusement. Ça, c'est les tuners, ça? Ouais. OK. Mais pourtant, c'était un must. Je veux dire, ça fait quand même plusieurs années Je pense que c'est là, un manque puis- d'espace. Ils veulent faire ça juste sur un étage. Ouais, c'est ça. Ça va être beaucoup plus petit cette année. Ah ouais? C'est, C'est qui va manquer comme manufacture? Juste, je fais une petite aparté. Les là, Allemands sont savez-vous? pas là. Ah ouais. Les classiques, là, Mitsubishi, Volvo, tout ça, eux autres, ça faisait longtemps qu'ils sont plus là-dedans. Mais Volvo? je pense que Honda n'est pas là. Et... Non, il en manque beaucoup. et- J'ai juste écouté un podcast qui en parle. OK, qui en parle, OK, c'est ça. Ben là, tu Ouais. nous donnes l'information que nous, on t'a pas Ben, au tu sais, courant. je veux pas dire qu'est-ce qu'il faut pas. En plus, Ouais. j'étais techniquement j'étais une personnalité qui représentait le salon de l'auto. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait le futur, parce que là, cette année, ça va quand même être une édition particulière, justement, pour tout ce qu'on vient de nommer déjà. C'est quoi le futur des salons de l'auto? Est-ce que ça a encore sa place? Est-ce que c'est encore intéressant pour les manufacturiers? Puis est-ce que, d'après toi, là, t'as pas de boule de cristal, mais d'après toi, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on a-tu encore un salon de l'auto? J'ai aucune idée. Je pense que les manufacturiers, ils se sont aperçus que avec le COVID, que même si on peut faire de salon de l'auto, ils ont fait les mêmes chiffres ou Vendait des des meilleurs autos pareils. chiffres en économisant de l'argent. Ouais. C'est une question d'argent. C'est ça qui se passe. Je pense que
le pourquoi ils sont pas capables de mettre des chiffres de conversion, de vente, ces choses-là. C'est un des trucs. Qu'est-ce qui fait vivre le salon de l'auto, je pourrais dire, c'est ça qui le détruit. OK. Puis là, l'exemple que je vais vous donner, c'est les fameux leads. Les lead gen. Ouais. Bon, les lead gen, ça, c'est les fameux concours que vous remplissez. On est un peu là-dedans. Mais c'est parce qu'à un moment donné, dans les salons de l'auto, si telle marque a un quota, puis l'autre quota, toi, tu vas au salon de l'auto, tu dépenses 20$, tu as dépensé 20-40$ de parking, tu as emmené toute ta famille. Là, c'est une sortie qui coûte 200, 300, sans les repas. Puis là, après ça, tu vas dans toutes les marques, puis tu te fais presque agresser par les gens pour qu'ils fassent leur chiffre. Shark, là. Tu sais, c'est comme, Ils ont des quotas. à un moment donné, c'est comme, tu détruis un peu L'expérience. Puis dans le temps, quand j'étais petit, c'était en tout cas, de mes souvenirs d'enfance, c'était pas comme ça. Puis, qu'est-ce qui est important selon l'auto, c'est bien beau générer des ventes, puis ci, puis ça, mais il y a une magie à garder aussi là-dedans. Oui. Chaque marque devrait amener leur Halo Car. Mettons, t'es Acura, t'amènes ton NSX. T'es Ford, t'amènes tes Shelby, ton Raptor, ta Ford GT. Ouais. C'était important d'avoir ces choses-là. Puis moi, c'était des choses que dans le temps, je me battais pour. Parce qu'à un moment donné, il était en train d'éliminer tout ça. Puis là, il me sortait des chiffres, justement. Là, il disait, ben là, on n'a pas besoin d'amener le Raptor, c'est 1% de nos ventes d'F-150. Oui, mais le gars qui trippe Raptor, Il est là. que lui, il rêve d'acheter un Raptor, il va s'asseoir dedans, même s'il ne peut pas l'acheter, mais peut-être il va acheter l'F-150 Tremor ou FX4. Ouais. Juste parce qu'il trippe Raptor, mais il n'y a pas le budget. Mais tu sais, juste parce que ça le fait rêver, il va descendre dans les modèles. Puis ça c'était pour moi, c'était des choses qui étaient importantes. Puis Mais c'est le but d'un Halo Car tout court. C'est de faire rêver pour que le monde achète ta marque qui n'est pas nécessairement ce modèle-là. Tu sais, ce que ça coûte en R&D, un supercar pour des marques comme Acura, par exemple, ou Ford, c'est pas ce qui est le plus payant. C'est après, tu rêves tellement d'avoir ton NSX que, ben, regarde, tu vas aller prendre la TSX ou tu vas... Mais comme je te dis, tu vas avoir ton Halo Car qui va vraiment propulser ta marque, qui va la positionner à un autre niveau. Après ça, il y a bien des technologies qui vont en découler dans les autres modèles. Il y a beaucoup d'éléments de design également qui vont être découlés dans les autres modèles. Ouais. Mais si tu peux faire vivre l'expérience ultime de la marque avec son Halo Car, dans l'exemple d'un salon de l'auto dès le départ, je pense que ça commence très, très bien l'expérience de ton client, right out of the gate. Là, tu sais. oui. oh, oui. Surtout si c'était moindrement une marque qui est plate, puis t'as un Halo Car, c'est important de l'avoir. Parce que si le Halo Car n'est pas là, ta marque est plate. Parlons un peu des manufacturiers. Je sais que toi, tu travailles énormément avec ces gens-là. Tu sais, je veux dire, tu as essayé de nombreux véhicules dans les dernières années. On parlait également aussi de Torque dans la lignée de discussion. Mais parle-moi un peu de ta relation avec les manufacturiers. Comment est-ce que ça fonctionne? Louis, je pense que tu as comme pas mal de questions sur le sujet. On est quand même curieux à ce niveau-là. Ouais, honnêtement, on n'en connaît pas beaucoup. Puis tu sais, t'arrives avec un press car justement là, qu'on va voir et parler tantôt. Maserati. C'est la pire expérience que j'ai eue. Tu vas en fret là, de la Polestar. 2h30 dans la Québec, là, il y avait un petit vent qui me rentrait dans l'œil direct. C'était pour te réveiller. Fait que comment t'as trouvé ça? C'était écœurant. Très bonne discussion. C'est bon. Je suis un vlogger. La place, toutes les plaques des manufacturiers. Ouais, c'est marqué MFA, ça veut dire manufacturier? Julien, on a quoi ici? Maserati Levante Modena S. C'est ton press car, ça fait combien de temps que tu l'as? Depuis lundi, fait que ça fait 5 jours. Il est pas équipé pour l'hiver encore. C'est l'édition juste en bas du Trofeo. On a quand même un moteur Ferrari sur le capot. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, celui-là, avec le Modena, on a le fameux moteur Ferrari sans être dans le niveau trim level de Trofeo. 520, 524. Je trouve qu'il est mieux réussi que la Ghibli. Il est quand même confortable sur le chemin. Bon siège. L'intérieur est assez spécial. Il y a comme un tricoté carbon fiber. Je vais vous montrer ça. Vous allez appeler ça tricoté carbon fiber. Super confortable. Bonne puissance. Je pourrais dire, là, dans mes expressions à moi, ça se trouve, c'est vrai comme entre un Jeep SRT8 et un Jeep Trackhawk côté grosseur puissance. OK. Mais tu sais, on peut pas comparer ça à un Jeep Grand Cherokee, là. Non. Même si y a un peu d'ADN de Grand Cherokee là-dedans. Oh, OK. OK. On regarde le siège. Le siège. C'est le tricoté, je pense. Oh, ouais, hein? Spécial. Ça, c'est le modèle le plus
Pas plus haut. C'est pas le plus Juste fort. en bas du Trofeo. OK. Puis le Trofeo, lui, va avoir un peu plus de puissance? Un peu plus de puissance. Je pense que le bumper est un peu différent. C'est-tu un trait pour toi quand on a ces types de modèles-là? Mettons, c'est comme tu te gâtes pis. Ouais, c'est le temps spécial. C'est le fun d'avoir des Maserati. On n'en a pas beaucoup par année. J'en ai eu 2 cette année. J'ai été chanceux. C'est sûr et certain que quand on tombe dans des modèles italiens, Maserati, Alfa Romeo, il y a beaucoup de trucs dedans que c'est très old school pour le prix. C'est sûr et certain que ça, les boutons de charger. Non. C'est ça les défauts de ces véhicules-là. Il y a des petits détails comme ça que tu dis, je paye mon camion 150, 170 000. J'ai-tu le même indicateur qu'un Dodge Caravan? C'est ça, là, un petit peu. C'était 5, ouais. C'est ça. Il doit y avoir une petite corrélation. Là. Non, I guess que les gens qui achètent ces véhicules-là, ils ont un autre véhicule. Ils ont un Levante, ils ont un Cadillac Escalade. Oui, ben oui. Ça sonne gras. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça le Ferrari, c'est un moteur de Californien. Très cool. Ton starter à gauche, parce que tu sais, quand tu cours vite dans ton véhicule au Le Mans, tu vas plus vite pour le starter. Le petit roulement d'yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le start à gauche pour le. Tu sais, quand tu fais le Mans, là. Ah oui! Excuse-moi. Mais comment ça fonctionne? Comment tu prouves que tu es comme journaliste? Comment tu fais pour avoir accès à des voitures de presse? C'est quoi le. Comment ça fonctionne, cette espèce de domaine-là? Bon, premièrement, encore une fois, je suis un peu piqué sur ce sujet-là, mais c'est comme. On le sait. Non, mais je suis pas un journaliste. Chroniqueur. Chroniqueur, Je suis pas- excuse-moi. je suis pas un journaliste, j'écris pas, puis je fais pas semblant que j'écris. Puis je veux vraiment respecter les gens que je côtoie à toutes les semaines. Eux autres, ils écrivent, c'est des journalistes. Moi, je suis plus un chroniqueur. Puis c'est l'affaire qu'il y a, c'est que les gens sont pas capables de mettre une étiquette sur moi. Parce que je suis comme le hybride influenceur journaliste. Puis j'aime pas l'étiquette influenceur, j'aime pas l'étiquette journaliste. OK. On va mettre le spécialiste chroniqueur. Là, c'est un petit peu Puis, ça. là. En ayant Torque aussi, t'es comme ton média automobile tout seul, t'es Ouais, indépendant. c'est ça. Je suis un indépendant. Je comprends. Il n'y en a pas beaucoup comme moi. Non. Ah, Ben, je pense en que c'est fait, pas il y en mal a le pas, seul, t'es pas mal le seul. on va se le dire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus. Il y en a à Québec, ces choses-là. OK. Il y en a dans le reste du Canada, mais en français, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pas, je vais dire, c'est pas facile. C'est pas, quand tu es non, j'en doute indépendant, pas. puis que les big boys ils veulent te mettre des bâtons dans les roues, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ah oui, il y a de la Wow. bisbille hein, dans ce Non, domaine. je pense que c'est juste une protection de marché, puis ces choses-là. Puis chacun protège leur petit coin. Puis si tu commences à rentrer dans leur coin, ils vont te bloquer. Puis c'est comme ça. Puis il faut pas oublier aussi, quand on parle de ceux qui sont plus gros, mais c'est pas vraiment ce nom. Le nom que vous voyez de char, c'est la machine en arrière qui est gros. C'est pas nécessairement l'équipe ou les gars de char, les chroniqueurs, les journalistes qui sont comme... c'est eux autres qui veulent faire ça. C'est la machine qui est en arrière, qui Ouais, c'est possède tout ça. Que des fois, c'est eux autres qui gèrent tout ça, puis qui protègent leur Je comprends. secteur. Ben Oh, justement, parle-moi de la transition, parce que là, on arrive justement dans le sujet de ta position actuelle, de ce que tu as bâti, justement au niveau média et tout ça. Comment ça s'est passé, la transition entre le monde des manufacturiers, entre je travaille pour un fabricant et finalement, je décide je pars à mon compte, puis justement, je crée de toutes pièces quelque chose qui existait juste pas, là. Oui. Ben, j'ai commencé techniquement chez Ford. Chez Ford, il était innovateur. Il y avait une bonne équipe marketing qui avait mis une bonne formule en plan, je pourrais dire. Puis c'est une formule que vous allez pouvoir utiliser, les gars, c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'on peut l'utiliser à un niveau concessionnaire. Ouais, OK. OK. C'est qu'eux autres, ils avaient trouvé des personnalités dans l'équipe du salon de l'auto qui devenaient des personnalités Ford. OK. Fait qu'on avait des Twitter, ces choses-là. Puis, on fallait vraiment promouvoir le salon d'auto qu'on était. Venez nous voir. Moi, c'était comme Julien Ford Social. Puis, on était comme une vingtaine. OK, Comme ambassadeur de la marque. Ouais, c'est ça. Créer des personnalités. Wow.
Fait que c'est un peu qui t'ont comme jumpstart, si on veut. Ben, c'est parce que moi, j'ai rentré là-dedans, puis je m'ai appliqué là-dedans. OK. Puis, à un moment donné, moi, j'ai eu l'esprit de compétition. C'est moi qui voulais être le number one, puis détruire les autres. Puis, j'aimais bien ça aussi, être meilleur que les Américains, puis ça les achalait. La compétition. Ben, surtout, tu sais, on est en anglais, t'as un français qui parle anglais, t'as un accent, ces choses-là. Le French-Canadian. Fallait se prouver, puis... fait que là, de plus en plus, avec on avait comme un hub, on avait le Ford Auto Show qui était comme un peu notre hub central, puis là, il y avait toutes les espèces d'influenceurs personnalités Ford. Puis on construisait chacun notre following. Puis là, moi, à un moment donné, je suis comme, ben, je vais le mettre sur Instagram. Instagram venait juste de sortir dans ce temps-là. OK. Là, ça allait bien sur Instagram. Je commençais à prendre 10 000 abonnés, ces choses-là. Quand même, hein? Puis là, les gens commençaient à venir au centre Loto, venir me voir moi, puis ces choses-là. Puis là, je trouvais ça cool. Puis là, je travaillais fort là-dessus pour repousser ça. Puis tu sais, là, à un moment donné, il fait comme, là, à la fin de l'année, c'est comme, bravo à telle personne. Vous êtes les meilleurs sur les réseaux sociaux cette année. On vous donne une carte cadeau de 50$. Nice. J'étais comme... Wow. Tu sais, j'ai mis beaucoup d'heures là-dedans. J'étais un petit peu frustré. J'étais comme... Est-ce qu'il donnait un certain budget publicitaire pour ça? Ou... Fait que comment tu... C'était quoi ton hustle, dans le fond? Je veux dire, pour aller chercher des abonnés, pour... D'organique seulement. C'était organique seulement. C'est ça, organique quand même. C'était organique seulement. Mais dans le temps, ça allait mieux. Là. Puis qu'est-ce qui faisait que tu te démarquais des autres? Ben, j'étais régulier. Okay. C'est comme aller au gym. Si tu y vas tous les jours, pendant tant de temps, tu suis ta diète, mais à un moment donné, tu as des résultats, puis tu entretiens les relations. Puis aussi, j'étais très impliqué avec les fans. Je partageais leurs photos. Ah, OK. C'était très populaire dans ce temps-là. Ça l'est un peu moins à cette heure. Ouais, aujourd'hui, avec les histoires de copyright, tout ça. Mais avant, tu sais, j'étais très impliqué avec la communauté. Fait que plus que je partageais leur contenu, plus que moi, ça me donnait du contenu. Plus qu'aussi, d'un côté, le monde voulait être exposé parce que là, j'allais de plus en plus avoir d'abonnés. Fait que ça les intéressait à avoir une certaine exposure. Ils t'en envoyaient de plus en plus. C'est ça. Aussi. Fait que tu avais compris le bout sociaux de médias sociaux. C'est pas juste broadcast de l'information pour que tu interagisses aussi avec le monde. C'est ça. Ben, moi, c'est ça que je faisais. Je faisais plus de relations avec la communauté Ford que plus de la promotion. Okay. Je pense que c'est toujours une priorité sur ces réseaux sociaux, c'est d'être vraiment comme de donner quelque chose avant juste de vendre ta salade. Si tu fais juste vendre ta salade, puis de temps en temps, tu donnes quelque chose, il faut que ton ratio soit à peu près 80-20 ou peu importe comment. Ah, ben ça, c'est... Give, ask. C'est ça. Ouais, exactement. 80% entertain, 20% business. Ton background, tes études en marketing, t'ont-tu aidé à ce moment-là pour ton branding personnel et tout ça? Ça a-tu... C'est-tu worth? Ben, oui puis non. Le background en marketing va venir s'appliquer vraiment quand on est corporate ou quand on est dans une business, on crée notre business, ces choses-là. Là, tout ce qui était réseaux sociaux, c'était vraiment comme t'apprenais sur le tas. Là, puis c'était nouveau. Là. Moi, les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'allais à l'école, techniquement. Mais quand j'étais à l'université, moi, puis ça fait quand même quelques années, mais le programme des médias sociaux était lancé l'année d'après que j'étais là. Puis ça a pris quand même du temps. Là, puis Instagram existait depuis déjà beaucoup d'années. Nous autres, on était sur MySpace là, quand j'allais à l'université. C'est ça. Tu connais ça? Là. Ben, oui. Oui, tu connais je m'en souviens comme c'était hier. J'ai un de mes amis qui était en Floride avec moi. Il me dit... MySpace, c'est une histoire du passé. Là, il y a une nouvelle affaire qui est dans les collèges qui est populaire. Ça s'appelle Facebook. OK. Fait que là, j'étais comme Facebook, c'est quoi? C'est une affaire de livre, là? Celle-là. Mais c'est intéressant parce qu'Instagram, justement, quand tu l'as commencé, tu étais au début de la plateforme, puis justement, l'organique, ça a aidé à ce que ça lève beaucoup. Là, en ce moment, tu es sur TikTok. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok? Parce que j'ai l'impression que l'organique d'Instagram, dans le temps, on est un peu là en ce moment avec TikTok. C'est une plateforme qui est plus jeune, qui te donne plus de reach, plus facilement. C'est vraiment différent. C'est des trucs d'algorithme, c'est ces choses-là. Je suis toujours présent sur toutes les plateformes. Ouais. Je pense une des seules plateformes que j'ai laissé aller dans les dernières années, c'est Snapchat. Ah, t'as été sur Snapchat? J'ai été sur tout. OK, wow. Moi, j'essaye tout. OK. Moi, à mettre quelque chose qui sort de nouveau, je l'essaye. Fait que c'est quoi ton OnlyFans? Le TikTok, t'as commencé quand, ça veut dire? Je pense que ça fait un petit bout, parce qu'au début, ça marchait pas. Ça m'a pris du temps pour trouver une formule qui marche. Au début, il bloquait tout mon contenu.
Ah ouais. TikTok, ça? À minute qu'il y avait un auto qui ouais. roule ou un Ah oui, bruit de char. conduite dangereuse, là. Ouais, il Ou bloquait tout. T'as la bonne idée de faire un POV en train de rouler, genre, puis c'est comme non, action dangereuse. Ben, tu sais, Louis Gourdeau, il est allé cueillir des pommes avec sa blonde, puis il s'est fait bloquer sa vidéo pour genre action dangereuse. Ouais. Tu sais, mané, le Mais Colin. oui, c'est vrai, mais ça en était un bon exemple, mais. Mais ça, c'est un début quand TikTok a fait un genre de clean-up. Là. Tu sais, il y avait beaucoup de il faux était comptes. extrêmement très strict. Il y avait beaucoup de faux comptes également aussi. Là. Mais si on parle de peut-être 2 ans, on parle de début 2020, mi-2020. Ouais. Il y a eu une période qui n'était pas le fun. Là. Non, qui n'était pas le fun. Puis tout ce qui était rapport automobile, tu montrais une vidéo, je sais pas, on a une accélération d'un char, puis tu flaguais ça. Puis nous-mêmes, on a des clients, on a des comptes sur TikTok qu'on a été bannis pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Juste parce qu'à un moment donné, c'était. C'est ça, des chars. Ouais. Toi, comment tu as vécu ça? Comment tu as navigué un petit peu ça? Ben, je pense que j'ai fait des essais-erreurs pendant peut-être qu'un an. Tu sais. C'est toujours ça. Il y a pas. En tout cas, moi, personnellement, ça a toujours été comme être constant, travailler fort, pas lâcher. Ouais. J'ai pas eu des choses miraculeuses qui sont sorties du jour au lendemain. J'ai pas été chanceux à telle affaire. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été travailler fort puis étudier un peu les plateformes, ces choses-là. Moi, je pense que le secret de TikTok, c'est l'algorithme. Il y a bien des gens qui chialent qu'ils vont chercher trop loin, mais d'un côté, il faut exploiter ça. Oui. Puis, je pense que la grosse différence de TikTok à comparer des autres plateformes, c'est qu'on est capable d'aller chercher un marché qui est local avec notre langue. Moi, en tout cas, personnellement, quand je pose en français, ça fonctionne. Quand je pose en anglais, à partir du Québec, ça fonctionne pas très bien. OK. Je sais pas pourquoi pour vous, là. Mais nous, c'est uniquement français. Tu sais, on fait affaire avec des concessionnaires. Mais pour avoir essayé de reach une autre audience, regarde, je vais le nommer, là. Icar Route 66, c'est un de nos clients, le complexe, en fait, le circuit Icar Route 66. Puis pour l'avoir essayé d'aller reach le côté Ontario, qui est pas très loin d'Icar non plus, là, pour la clientèle des événements, ça fonctionnait, mais pas ce que je pensais. Puis même si c'était dans leur langue, très targeté, puis vraiment, tu sais, un appel à l'action, « Hey, les gens d'Ontario, il y a un événement qui s'en vient ce samedi », ça pognait pas autant. Fait que je comprends exactement ce que tu veux dire. Je pense, en tout cas, ça c'est comme des trucs behind the scenes. Là. Je pense pour que ça marche, ça te prendrait genre un VPN avec un host device, etc. Puis même là, il va checker ta location. Ouais. Mais pour une business locale, TikTok, le reach est 100% Canada français. C'est du jamais vu sur toutes les autres plateformes. Puis surtout que tu peux te géolocaliser maintenant sur l'application depuis quelques mois. Je trouve que ça fait une pour quelqu'un qui a un commerce, quelqu'un qui est comme local, puis du B2C, clairement avantage à ça. Bon. La plateforme s'en va vers là, on se le cachera pas, mais c'est sûr et certain que, comme tu dis, la visibilité organique, puis ton dollar va pas mal plus loin sur TikTok qu'il va aller sur les autres plateformes actuellement au niveau de ce commerce-là. Là. Ça, c'est sûr. C'est une question de valeur pour qu'est-ce que tu vas donner à ton... peu importe qu'est-ce que tu vas aller chercher. Pour une business, c'est extrêmement rentable. Pour nous, c'est un avantage, mettons, que je deal avec un manufacturier, justement. Mais quand tu montres que tu as fait une vidéo, je vais te donner un exemple. Comment je peux dire ça? Admettons qu'il y a un gros YouTuber qui est dans le bout de Toronto, qui a 500 000 vues, mais 90% de ses vues viennent des États-Unis. De l'Inde. Peu importe où ça vient. Puis en bout de ligne, peut-être que sur ces 500 000 vues, il y a un 10% ou moins que ça qui vient du Canada. Bien, si moi, je fais une vidéo en français canadien, puis j'ai 50 000 vues, puis que je regarde mes stats, puis il est marqué 99% Canada, puis je parle en français. Pour moi, plus rentable. Techniquement, côté valeur marketing, en tout cas dans ma tête à moi, c'est comme la même valeur. On tombe. Ouais. Même si lui, il rejoint beaucoup plus de personnes, si la business est moindrement au Canada, puis elle veut vendre des véhicules au Canada, c'est là que le chiffre vient en bout de ligne. Oui, puis l'engagement aussi. On le voit, il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui ont énormément d'abonnés, mais quand ils font des publications, il n'y a aucun engagement, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires vraiment. Au prorata, mettons, avec... maintenant, nous, pour travailler avec des influenceurs, on préfère avoir quelqu'un qui a peut-être moins d'abonnés, mais plus d'engagement dans ses publications. Ouais. Fait que le phénomène de micro-influenceurs a vraiment changé la donne au niveau du marketing d'influence. Les nouveaux influenceurs TikTok, je veux dire, c'est quand même...
Il y a du monde qui n'était pas Facebook, pas Ben, Instagram, pas tu- connu. Tu regardes Louis Gourdeau, justement, lui, Ouais. tu sais, Showtime. Showtime, Oui. c'est plus qu'un micro, en fait, Showtime. Ouais. Mais juste pour dire que, tu sais, mettons Louis Gourdeau, qu'on parle, je pense que c'est un des qui a le plus d'abonnés automobiles au Québec sur TikTok. Je pense 140, 150 000 abonnés sur TikTok. Tu sais, il y a 1 an et demi, 2 ans, le gars, il était... je veux dire un nobody, mais tu sais, il était rien, ces médias sociaux, il était pas connu. Puis là, ben, Il monétise très bien en plus sa business TikTok en ce moment. La Avec belle sa job. blonde. Ouais. Non, il est très. On va faire un spécial wild. TikTok, là, Mais maintenant, un ouais. peu, ben, comme toi, tu dois avoir quand même beaucoup d'abonnés. J'ai pas été voir récemment. T'es rendu à combien d'abonnés sur TikTok? J'approche du 30 000. OK, quand même. ça. Wow. Ça a-tu un gros impact sur justement tout le reste de ton contenu? Quel rôle ça a joué TikTok dernièrement, disons, dans ta TikTok, stratégie? je pourrais dire, même si j'ai encore des pages sur Instagram qui ont des 300 000 abonnés et plus, puis j'ai perdu beaucoup de pages aussi à un moment donné. Là. J'avais des grosses pages de camions, OK. tout ça, qui étaient très populaires. Puis, je vais tomber dans les classiques, mais la Matrix est venue m'éliminer un mur. À un moment donné. Genre sans avertir rien ou sans t'avertir? Oh, Genre tu te réveilles une année puis je ton veux compte pas- Instagram je veux était pas- perdu? Je veux pas tomber dans le rabbit hole, là, mais tu sais, à un moment donné, ça s'appelait Torque Off-Road. Ça existe encore, mais c'est juste que j'ai tellement été comme échaudé avec la situation OK. que à un moment donné, c'est arrivé, puis je m'ai fait flusher toutes mes pages du jour au lendemain, mon Facebook, j'ai perdu toutes mes pages Facebook, One shot, là. mon Instagram, tout Hey, ça. c'est paniquant quand ta business est là-dessus. C'était là. targeté. Ma page Instagram de camion là, était dans les 250 000, 270 000 abonnés. Elle rejoignait des millions de personnes à toutes les semaines. Puis, mystérieusement, a été comme effacée juste avant les élections de Trump, tout ça. Puis, beaucoup d'autres grosses pages comme moi qui, je pense qu'on avait peut-être une démographie plus républicaine. On s'est fait comme tout un peu. Parce que moi, j'étais gros dans les camions, lifté, off-road. C'était Oh, Torque Off-Road. America, fuck yeah, C'était juste du gros camion. Puis on évoluait là-dedans. Mais moi, c'était jamais politique. Il n'y avait jamais rien de politique. C'était juste du camion. C'était juste du monde automobile. Toujours rien. Jamais rien de ce côté-là. Fait que sans le dire, t'as un doute que peut-être que Ils m'ont- Meta aurait fait comme on est plus en faveur que Ben, Trump dans ce soit temps-là, pas j'étais élu. en relation avec plein d'autres pages, puis plein d'autres pages sont été effacées juste avant les élections. Puis t'as pas eu de nouvelles, Non, tu sais, non, t'as ils pas- ne répondent pas. Non, hein? Ils répondent pas. Oh wow! Hey, ça doit faire. Ça doit Quelqu'un faire d'autre dans le mal. marketing me dit quand tu dépenses 100 000 et plus sur Facebook, ils te répondent. là. Oui. Ben, oui. Oui. On a un compte publicitaire, nous autres, en ce moment, que oui, on a quasiment un représentant. Là. Mais il existe des représentants Facebook Ouais. québécois, d'ailleurs. Mais ça c'est dans le cadre de ton brand Torque. Fait que Ouais. dans le fond, parlons un peu plus de ce brand-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'ombrelle Torque, si on pourrait dire? Là? Ben, ça a évolué avec le temps. Au début, c'était vraiment avec un focus surtout sur la communauté automobile, les fans, ces choses-là. Fait que quand j'avais Torque Army, c'était vraiment... j'avais même des genres de chapters, ces choses-là. J'avais comme des membres j'avais des meets, puis j'avais des genres de car shows partout aux ouais. États-Unis. Puis j'en ai même fait un en Floride, puis on avait eu beaucoup de monde, puis on avait fait une ride, puis tout ça. Puis c'était beaucoup focusé sur le aftermarket puis la communauté. Le Mais car tu scene. gagnais ta vie en faisant ça? Ou Mais ça, c'était c'est plus, quand je le construisais. OK. Mais quand même, à un moment donné, j'ai été tombé à 100% là-dedans. Encore quand j'étais dans le Torque Army. Mais quand j'ai commencé à être à 100% là-dedans, c'est quand j'ai commencé à faire les reviews ces choses-là. Ouais. Là, c'est là que j'ai évolué. On roule de moins en moins avec du contenu des fans. Après que j'ai perdu ma page Torque Off-Road. Ouais. Ah ouais, hein? Ça fait mal, hein? Ah. Mais Non, tu mais sais, je le sens, là, que t'es comme... non, mais c'est parce que c'est des pages qui sont comme impossibles à reconstruire à ce temps. Ah, ben non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça qui est plate, parce qu'à un moment donné, j'avais mon network. Mon network, il dépassait les millions d'abonnés quand j'avais toutes mes pages mises ensemble. C'était quand même un popé média. C'est sûr. C'est Et sûr. là, quand je venais de perdre comme la moitié ou le quart de tu sais, il était vraiment séparé en deux. Là. C'est comme Torque Army, c'était comme tout ce qui est voiture plus performance. Puis Torque Off-Road, c'était le camion. Puis t'as fini. Ouais. Puis tu sais, après ça, j'ai recyclé des pages, j'ai fait d'autres trucs, mais c'est juste que
j'ai comme remis ça, puis là, cleané le tout, changé de nom, puis évolué, maturé. Je suis plus vieux aussi, là. Ouais. Puis je pense aussi, avec le temps, tout ce qui est un peu plus aftermarket d'affaires-là, là, on s'en va dans une direction, je pourrais dire, plus difficile. Tout ce qui est modification, échappement, La tune, des ces voitures choses-là. électriques va pas aider non plus, là, on va se le dire. Là. Non. Mais à un moment donné, j'ai eu un wake-up call un peu avec un ingénieur de chez GM parce qu'à un moment donné, je travaillais pour Chevrolet Racing. J'ai fait une coupe de courses avec eux autres, du NASCAR puis ces choses-là. Les courses d'endurance, le Corvette Racing Team. Puis je travaillais avec un ingénieur qui était très haut chez GM. Puis lui, c'est lui qui était responsable du cooling pour le moteur LT4 dans Corvette. Moi, quand je m'ai fait comme couper, ça a la même affaire. Ah ouais, toi aussi, ça a déboulé. Puis... Ça n'a pas déboulé sur tout, tu sais. Okay. C'est comme Torque Off-Road qui voulait comme... OK. Shutdown. Mais là, justement, après que ça c'est arrivé, le repositionnement que tu as fait, comme là, présentement, est-ce que tu as encore une audience ou est-ce que tu vises encore une audience Canada, anglais, États-Unis ou tu y vas vraiment beaucoup plus local au Québec dans ton contenu? En anglais, c'est sûr et certain que c'est États-Unis, Canada, États-Unis, peu importe. Tout dépendant de la page, ces choses-là. En ayant un network comme que j'ai, avec plusieurs comptes sur plusieurs plateformes, veux pas, on multiplie un peu le genre d'audience. Mais c'est sûr et certain que c'est vraiment concentré Canada, États-Unis. Puis j'essaie quand même d'avoir une audience qui est comme... on ne peut pas choisir notre audience, mais qu'à un moment donné, si tu te réveilles et tu fais comme moi, pourquoi je pop au Brésil ou pop à telle place? Il faut se concentrer à certains endroits puis livrer un certain contenu qui va approcher cette façon-là. Grâce à TikTok, là, j'ai pu renforcer ma présence dans le marché canadien-français. OK. Fait que ça, c'est un plus. Mais c'est sûr et certain qu'en étant un créateur de contenu au Canada, être bilingue, c'est toujours un plus. On peut toujours doubler notre contenu. Fait que moi, à chaque fois, j'ai un essai routier, mais je le fais en français et je le fais en anglais. OK. Fait que ça, justement, parle-moi un peu de la vie d'un chroniqueur automobile. Ça a l'air de quoi une semaine typique chez vous? Parce que là, en plus, puis je veux aborder ce sujet-là, tu travailles aussi avec ta conjointe. Ouais. Elle est dans le projet, elle est dans les podcasts et tout ça. Fait que parle-moi un peu de la dynamique familiale, professionnelle. Comment vous gérez, dans le fond, l'ensemble de l'œuvre? Ben, en gros, tout dépendant aussi. C'est sûr qu'on a des clients. On a des clients avec nous qui supportent un peu notre business, des sponsors, ces choses-là. Tout dépendant des semaines. C'est sûr qu'on a des semaines pas très fixes et on essaie de s'adapter à la température. C'est pas toujours évident. Je vais être franc avec vous, là. Regardez, si vous êtes paresseux, c'est pas la job pour vous être chroniqueur. OK. C'est bon, ça. Je travaille 7 jours sur 7. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai pas pris de vacances. Si la semaine, il a mouillé toute la semaine, mais on édite des vidéos. Si la fin de semaine fait beau, on shoot la fin de semaine. OK, vraiment, tu shootes uniquement s'il fait beau. C'est ta signature ou c'est parce que c'est une norme ou quelque chose de... C'est facile avec les caméras, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, s'il pleut, shooter dans le pluie, c'est un peu plate. C'est ça. Ouais, j'avoue. En le disant, je me sens calme. C'est correct. Non, mais c'est vrai que tu peux bien essayer de planifier un shoot à un mois, tu le sais, là, un mois à l'avance ou 2 mois à l'avance. Si la journée même, il tombe des balles de golf, tu le fais pas. Là, non. Puis ton équipe, Torque, ça ressemble à quoi? C'est toi, ta femme? C'est juste moi et ma femme. Il n'y a aucun sous-traitant avec toi? T'as pas d'aide de nulle part? Non, zéro. Fait que c'est toi ton graphiste? Les seules aides qu'on a, c'est que des fois, on a de la misère avec nos transports. Fait que souvent, des gens dans ma famille, ces choses-là. Souvent, mon père, il va venir m'aider, ces choses-là. Okay. Mais en gros, c'est moi et ma femme. Puis c'est un peu une formule. C'est pas que je veux pas évoluer, mais je veux garder nos coûts minimum. Puis évoluer dans un peu comme ça. Moi, j'ai certaines personnes que je regarde sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Je vois comme un peu les formules qui appliquent. Puis certaines formules que peut-être que ça donne un beau résultat, mais en bout de ligne, est-ce que c'est rentable? Moi, une formule un peu genre Mr. Beast, là, que tu gagnes 1 million, tu le dépenses après ça. Ouais.
à un moment donné aussi, moi, j'ai une famille à faire vivre. Ben c'est ça, t'as 3 enfants, t'expliquais tantôt. Ouais. T'as quand même, tu sais, c'est de la job, là. Ouais, Ça se passe comment, la dynamique familiale, justement? Ben, regardez, je vous cacherai pas, les filles aiment ça quand on va les chercher à l'école avec des véhicules spéciaux. OK. Il y a des petits gars, des fois, ça, c'est ça, puis c'est ça. Puis ils trouvent ça très cool. Ils s'en viennent très fancy. Ah ouais, ok. Oh, Ils ont des choix, là. Cette semaine, là, la plus grande, elle mettait son sac d'école puis sa boîte à lunch dans la Chevrolet Bolt, puis elle avait pas un haillon électrique, puis elle pensait que la valise était brisée. Oh, ok. Ça crée un certain niveau d'attente. Ça Là. cherche les sièges chauffants à l'arrière, Oui. les écrans, ces choses-là. Ils sont habitués à un haut niveau de véhicule. Ils vont venir qu'ils vont connaître ça. Maintenant, tu sais, veux pas, ils vont avoir une certaine connaissance des certains Ouais, mais véhicules. faut que je pousse quand même. Tu sais, j'essaie d'aller je fais des jeux avec eux autres. OK. Tu sais, c'est pas leur passion, je pourrais dire, OK. mais c'est sûr et certain qu'en étant toujours avec nous, ils apprennent sur le tas. OK. Mais tu sais, c'est pas moi qui était sur ma bolle avec mon guide de l'auto. Ouais, non, c'est ça. Mais si jamais il y en avait une des trois, puis là, tu le vois là, déjà un peu, justement, qu'est-ce qui va les passionner et tout ça. Mais mettons, là, on spécule. Là. La troisième est toute jeune. On ne sait pas encore exactement quels seront ses intérêts. Mettons qu'elle triple. Est-ce que vous avez déjà eu la discussion à savoir est-ce qu'on va inclure notre enfant dans notre contenu à un certain point? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous seriez à l'aise? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais, moi, je pense qu'un bon exemple de ce côté-là, c'est Ken Block avec sa fille. Oui. Je pense que... Puis il a attendu un bon moment. Ce qu'il fait en ce moment, c'est débile. Là. J'adore au bout. Là. Moi, je pense que si ton enfant a l'intérêt là-dedans et veut faire sa place, on va se le dire, dans le domaine, surtout au Québec, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est sûr et certain que... on dirait que tu sais, pour un petit gars, les autos, ces choses-là, ça vient naturellement. C'est comme, c'est facile. Tu sais, en majorité, les gars aiment plus les autos que les filles. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a une bonne avenir de ce côté-là. Puis c'est pour ça que j'aime ça beaucoup intégrer ma femme dans mes essais routiers, dans les podcasts, ces choses-là. Parce que des fois, moi, je peux facilement tomber dans le jargon technique, puis être un peu trop deep pour monsieur tout le monde. Puis elle, des fois, elle vient me ramener un peu avec des questions ou des explications que peut-être monsieur tout le monde vont plus comprendre. Ouais. Puis des fois, c'est un peu pas... C'est un peu mon côté négatif des fois quand je fais des reviews. Des fois, je suis un petit peu trop pour enthousiaste, un peu moins pour monsieur tout le monde. Puis c'est là qu'on tombe un peu comme dans les reviews, ceux qui sont vraiment populaires, les gros YouTubers, ces choses-là, à un moment donné, on dirait qu'ils tombent dans la section entertainment, puis plus trop comme test d'auto. Ouais. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose d'important pour moi que je veux garder. Je veux continuer à donner des chiffres. Je vais dire, bon, ben moi, cette semaine, j'ai consommé tant. Il est arrivé tant, puis j'ai trouvé ci, puis j'ai trouvé ça. Si vous êtes grand comme moi, il n'est pas confortable. Ouais. Mais ma femme, Parce que pour ceux qui ne savent pas, il est très grand, le Julien. 6 Tu fais combien? 6 pieds 6 pieds 3? 3. 6 pieds 3, ouais. OK. C'est quoi l'auto la plus exotique que tu as eue en essai ou... C'est dur à dire. Exotique. J'ai pas fait beaucoup d'exotiques. Ton coup de cœur, mettons. Je fais une parenthèse exotique, là, briser un peu la magie. Là. Ouais. C'est l'affaire qu'il y a, c'est des questions d'assurance. Ah ouais, hein? Assurance, ces choses-là. C'est compliqué. Je sais que les gars de Straight Pipe, à un moment donné, quand il y avait la SVJ décapotable, là, Ils ont essayé une Ford GT à un moment donné, puis... la SVJ, il paraît que ça va coûter bien cher l'assurance. Là. Parce que c'est à toi qui paye, c'est toi qui payes les assurances? Non, ben, pour ces modèles-là, ça dépend. Là. Je sais que moi, ceux avec qui j'évolue, c'est le manufacturier qui s'occupe de ça. Fait que, mais il y a certains manufacturiers qui vont avoir d'autres termes pour leurs assurances. OK. Je pense que Porsche, t'as un 10 000 de déductible, puis t'as comme 500 km à respecter. Puis c'est des choses comme ça. Là, ça me surprend pas aussi d'un autre niveau. Tu sais, comme, je veux dire... Ouais. Tu nous parlais tantôt aussi de Genesis, il y a eu un problème avec une auto. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus de comme tes essais routiers, qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule? Je veux voir ouais? c'est quoi son... Non, mais je veux voir son coup de cœur avant. Là. Ah, on était là. Moi, j'ai des disorders à ta fin, fait qu'on peut aller vers là.
OK, on fait ça. Des en rafale puis des sur that. Parce que moi, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. C'est les essais routiers, c'est ça. Moi, je suis assez curieux parce que nous, on en a fait, mais c'était plus côté code short, c'était plus côté comme tuners, on pourrait dire. Ouais. Côté manufacturier, comment ça fonctionne? Mettons, moi, je suis un journaliste automobile ou je suis un chroniqueur, puis je décide que je veux faire un review demain matin, puis j'ai 1000 abonnés sur Instagram. Tu sais, comment ça fonctionne? C'est quoi le processus pour faire tes essais routiers et tout ça? Ben, il faut montrer, premièrement, au manufacturier que tu es comme. Tu as comme moindrement de l'influence, tu as de l'expérience, tu as un professionnalisme, des relations, etc. C'est beaucoup de trucs, tout mis ensemble. S'il n'y a pas de chiffres, puis personne ne t'a jamais prêté d'auto, c'est dur d'aller chercher un auto. Puis c'est un milieu aussi qui est fermé. À un moment donné aussi, nous, au Québec, peu importe, on est tant de journalistes, tant de chroniqueurs. Mais à un moment donné, s'ils ouvrent ça à trop de personnes, mais à un moment donné, nous, on n'a plus d'auto à tester. Ou il en teste un nouveau. C'est arrivé dernièrement, j'en ai vu. Si je le vois, tu sais, c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que moi, contrairement à un petit nouveau qui arrive, j'ai de l'expérience avec le manufacturier. Je sais qu'est-ce que le manufacturier veut. J'ai déjà fait des textes pour eux autres. J'ai déjà géré du monde. Je sais la direction qu'ils veulent. Puis ils ne veulent pas, quand ils te prêtent un véhicule, il y a des choses que... Je dis pas que tu peux pas dire ou faire, mais à un moment donné, il y a des choses que ça se fait pas, puis ça se fait. Ouais. Il y a une certaine éthique ouais. que tu dois respecter. Ouais. Okay. Il y a des choses aussi. Moi, je suis fort là-dessus, puis c'est pas tous les chroniqueurs qui sont forts là-dessus, c'est le respect de l'auto. La nettoyer, la garder propre, faire attention, mettre la bonne essence dedans. Ah ouais, il y en a qui vont mettre... Du diesel dans une Porsche 911. Non, c'est plus gaz ordinaire dans un véhicule de performance. C'est ça. Puis y en a-tu qui sont... Y a-tu des puis je veux pas de nom pantoute, là, mais y a-tu des journalistes qui sont réputés pour brasser pas mal les autos? Tu sais, tu me dis que t'es un petit domaine, là, vous devez le savoir. Il y en a qui cassent, là, plus souvent que d'autres. Là. Qui cassent? Ah ouais, y en a-tu justement qui font plus d'accidents que d'autres? Ou... Des fois, il y en a qui c'est des petits accidents bizarres, là, tu sais. Il a cassé un Mac d'une Porsche. Il y en a qui... c'est l'affaire qu'il y a, c'est aussi les gars qui font trop d'off-road. Ça casse tout le temps. Si tu fais trop des gros tresses hors route, ça va briser. Puis t'as-tu des strikes avec les manufacturiers de dire comme là, ça fait 4 heures que tu me casses? Je peux pas. Ça c'est du cas par cas. C'est une question de relation. Okay. C'est une question aussi de ton influence, tout ça. Tu sais, si t'es Joe Blow, le nouveau blogueur ou TikToker, puis c'est la première fois que tu te fais prêter un auto, puis tu la brises. Ça part mal. Ouais, c'est ça. Okay. Tu as fait un show de boucan avec, tu as brûlé toutes les tailleurs, ou tu as essayé de la jumper. Ou... Mais est-ce qu'il te laisse une liste de choses à ne pas faire avec l'auto? Non, c'est comme dans le domaine, on le sait. OK, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de règles non écrites. Là. C'est une question de professionnalisme. Okay. Ouais, de jugement. Fait que techniquement, tu peux l'emmener, mettons, tu as un autosport, tu peux l'emmener sur la piste. Non, mais... pas tous les manufacturiers. Ah, OK. Fait que là, il y a au moins ça. Là. OK. C'est lesquels les manufacturiers les plus, si tu as le droit de le dire, là, les plus sévères, les plus sévères avec leur auto. Il y a 2-3 manufacturiers que je ne deal pas avec. Fait que, fait que tu sais pas. Je ne sais pas si c'est les plus sévères, mais mon but en 2003, c'est d'emmener toutes les marques. Puis quand je dis toutes les marques, c'est les marques normales. Là. Je parle pas Ferrari puis McLaren. Dans mon éventail, il m'en manque peut-être 2. J'en ai une que je rajoute, que ça fait longtemps que les gens attendaient, que je la rajoute là, dans le temps de Noël. Peux-tu nous le dire? On va commencer à faire du Honda et du Acura. Yeah! Bravo! T'es bien tout content en arrière. Yeah! Mais c'est sûr et certain que si moindrement la compagnie, la personne qui gère le PR, ces choses-là est old school, puis tu arrives puis que tu n'es pas un journaliste, tu ne fais pas partie de la JAC, si ça, pour certains manufacturiers, c'est important. Okay. Ils vont peut-être te dire non parce que tu ne fais pas partie de ce gang-là. Ah, OK. Avant, techniquement, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il fallait qu'un peu que tu ailles, pas ton membership, mais il fallait que tu fasses partie de la JAC. Quand tu faisais partie de la JAC, tu avais une grosse chance de faire ouvrir les flottes de presse. Mais même si tu faisais partie de la JAC, peut-être des fois, tu allais te faire refuser. Mais sûrement qu'avec la venue de l'Internet, ça a changé aussi un peu parce que, tu sais, je veux dire... Mais là c'est le gros débat, c'est qui va chercher le plus de chiffres, c'est qui ramène plus de ventes. C'est ça. Puis c'est tous des trucs comme ça. À un moment donné, si tu as écrit un article puis tu as super bien composé le tout, mais personne ne lit ton article. Puis aussi, c'est un peu comme qu'on parlait des salons de l'auto tantôt, il y a une différence entre
un article avec des photos puis un vidéo complet. La valeur, en tout cas, pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas dire ça parce que l'écrit, puis il faut garder l'écriture et ces choses-là. Mais pour moi, voir un auto dans un review, que tu touches au bouton, tu le testes, puis tu le vois rouler, tu vois l'auto, tu vois le siège, tout ça, ça a une valeur de plus que juste des mots. Je comprends. Continuons à faire du pouce là-dessus parce que c'est intéressant. Tu sais, l'industrie de l'automobile comme telle se transforme. Le modèle concessionnaire, éventuellement, est appelé à se transformer. Ça a déjà commencé, le modèle boutique, le modèle t'achètes ton char en ligne. Le besoin d'information, le besoin de chroniqueurs qui vont amener cette information-là au consommateur va rester, mais va probablement évoluer lui aussi par rapport à ce qui se faisait avant, justement. Tu sais, là, on vient de parler un peu du format et tout ça, mais comment tu vois-tu déjà une transformation au niveau, par exemple, de ce qui fait réagir les gens ou du genre de questions que tu vas recevoir dans des commentaires par monsieur, madame, tout le monde qui consomme ton contenu puis qui sont intéressés par un modèle ou un autre? Comment tu vois l'évolution de ton contenu, dans le fond, dans les prochaines années? Bien, quand on fait des reviews, on a genre 2 sortes de viewers, je sais pas comment dire ça. Là. Des gens qui visionnent. Des auditeurs, là. Il y a les gens qui magasinent un véhicule, puis il y a les fans automobiles. Ah, c'est ça. Il y a les deux. Il y a ceux qui vont rester accrochés à toi, puis il y a d'autres qui magasinent. Fait que des fois, il y a certaines personnes que, parce que tu as essayé tel véhicule, tel modèle, ils vont regarder juste cette vidéo-là. Mais le reste de tes vidéos, ils vont s'en foutre. Il va y avoir le fan ultime que lui, toutes les vidéos, il va le regarder, puis il va écrire un texte de long. Puis j'en ai de plus en plus, puis les textes sont de plus en plus longs. Quand tu dis les textes et les commentaires à tes, sur ta chaîne. Ah ouais. Mais j'appelle ça des textes parce que il y a des paragraphes. Comme Jean-François serait le genre d'écrire un texte. Mais j'essaye, mais TikTok me bloque. Les commentaires sont tous courts. Sur YouTube, il y en a qui écrivent des paragraphes. Ouais. J'adore ça. Ils participent vraiment, puis ils donnent leur avis, tout ça. C'est le fun de ce côté-là. Mais c'est un petit peu ça. Puis là, il y a des gens. Puis là, ça reste toujours la façon que tu vas un peu livrer ton contenu. Il y a différentes sortes de reviews, je pourrais dire. Il y a le die-hard, le journaliste. Personne ne peut m'acheter. Je vais le critiquer, je vais dire la vérité. Puis si c'est de la merde, je vais dire que c'est de la merde. Tu vas avoir quelqu'un qui va faire un review qui va dire s'il y a eu des mauvaises expériences. Moi, j'aime ça me situer entre les deux. Essayer de faire quelque chose que... Qui est gagnant pour l'auditeur. Je veux pas que ça soit trop positif pour que ça soit juste... comment je pourrais dire? Il y a une différence je vais le dire dans mes termes. Il y a une différence entre un test, un essai routier et un walk-around. Un walk-around, on explique le véhicule, on le critique pas. Un essai routier, on critique le véhicule. Puis c'est important que là, avec les TikTokers qui s'en viennent de plus en plus populaires, il y a beaucoup de TikTokers que moi, je suis, qui sont extrêmement populaires, dans les numéros 1 au monde, ils critiquent pas le véhicule. Ils font des walk-around. Ah, il explique l'auto. Ils font comme, regardez, il y a ça, il y a l'écran de même, c'est ci, ça. Puis c'est comme, ils ne conduisent même pas, ils ne critiquent pas, ils ne disent pas si c'était le fun. Supercar Blondie. Un peu, mais il y en a d'autres aussi, il y en a plein d'autres qui c'est comme, on ne va même pas le conduire. Je comprends. Fait qu'à un moment donné aussi, tu sais, même si moi, j'ai pas aimé l'auto, je suis capable de me mettre à la personne que ça pourrait intéresser. C'est pas parce que je suis grand que je suis gros, que tout le monde est grand et gros comme moi. C'est pas parce que je vis pas en ville que je peux pas comprendre quelqu'un qui va utiliser un véhicule en ville. Je comprends. Fait que, tu donnes ton avis personnel. Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais pour quelqu'un qui vit une situation différente, pourrait aimer ça. C'est ça. Fait que des fois, je vais dire une affaire négative, mais je vais le contrer avec quelque chose de positif. C'est ça. Mais s'il y a quelque chose qui est vraiment... Mais un rattle, c'est un rattle. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va aimer ça. Là. Mais tu sais, encore là, mettons, un rattle, c'est un rattle. Il y a différentes situations. Tu sais, mettons, comme on parlait du Genesis, la fameuse porte, elle ne voulait pas fermer en hiver. Moi, je pense qu'en hiver, à mon avis à moi, c'est mieux avoir une bonne vieille porte mécanique qui clip qu'une avec un motion. Ils font tout ça à cette heure. C'est sûr et certain que ça va bugger l'hiver. C'est sûr. Ah oui. Peu importe la marque, c'est sûr que ça va bugger. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que je vais le montrer des fois, mais, tu sais, à un moment donné, il y a un manufacturier qui m'a donné à l'essai un modèle de pré-production, puis les marchepieds ne descendaient pas. Puis il me dit, tu sais, Jules, tu sais, je te le prête à toi parce que je sais que toi, tu comprends c'est quoi un pré-production. Il dit, si je le prête à un autre journaliste, Il va l'ignorer. mais peut-être il va le bâcher.
Mais moi, je sais c'est quoi un pré-production. Là, c'est là que mon expérience des salons l'auto, du manufacturier, vient en bout de ligne. J'ai travaillé avec des prototypes, des concepts, des pré-productions. J'ai travaillé avec tous ces modèles-là. Je sais c'est quoi. Ou un véhicule qui vient juste de sortir, un des premiers qui sort de la ligne de montage qu'on appelle, là. Ouais. C'est sûr, des fois, il bug. Eh oui, c'est sûr, c'est normal. Mais des fois aussi, ça peut être un modèle en particulier. J'en ai des fois, là, il y a des méga bugs. Là, mais tu sais, si l'auto s'est fait maltraiter pendant tous les 6 derniers mois... Ben, tu sais, les press cars, on s'entend. Moi, je prends pour acquis, en tout cas de ma vision, je me dis, un press car, ça doit être brassé pas mal comme auto. Tu sais, c'est mis à l'essai par plusieurs journalistes. Est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que c'est faux ce que je dis? Ou Non. Honnêtement, un press car, règle générale, c'est des autos qui sont bien entretenues. Tu vas, c'est un ou l'autre. Tu vas avoir le gars qui va quasiment cirer le press car. Là. OK. Puis tu sais, tu vas avoir l'autre que lui, il va rentrer des 2x4, son chien, les enfants, tout dedans. Tu sais. Oui, mais en même temps, tu sais, quand t'en as un à toutes les semaines, c'est parce que Non, ça tu prends ton char. Je m'excuse. Là, Ouais, t'as un char. OK. Tu prends ton char personnel. Là. Fait qu'il y a plusieurs types de personnes qui traitent différemment les press J'ai cars. déjà été dans des gros véhicules, tu sais, mettons de performance, 4 portes, tout ça, puis le siège là, en Suède s'est fait déchirer par un 2x4. Là. Puis, tu sais, c'est comme... OK, fait qu'il y en a qui n'ont pas le souci. Ils sont pas... Ils sont pas soucieux. Ils sont pas soucieux des Ah non, autos, c'est vraiment comme... Wow. C'est le... L'envers de la médaille. OK. Non, mais tu sais, il faut se dire, dans le mode... Tu sais, c'est pas parce que tu es journaliste automobile que tu es passionné automobile. Il y a certains journalistes automobiles qui se sont recyclés dans l'automobile où c'est une des choses qu'ils font. Ils sont premièrement journalistes, puis de temps en temps, ils font du journaliste automobile. Mais, tu sais, les autres, peut-être qu'il y a mieux faire des trucs sur la politique ou... Mais c'est triste, ça. Ça enlève... moi, je trouve que ça enlève un peu l'émotion de justement... Ça l'automobile. l'amène à une autre perspective. Oui, un peu plus... C'est comme ça qu'ils voient ça. Un peu plus cartésienne, un peu plus sans émotion. Moi, j'aimerais ça te challenger aussi sur quelques nouveaux modèles qui sont sortis, avoir un peu ton opinion. J'ai vu que tu as fait une vidéo récemment sur la nouvelle Mustang S650, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau modèle-là? Je pense qu'il est bien réussi en général. Dans un de mes podcasts, justement, j'aime pas le nouveau package Dark Horse. Je trouve que de ce côté-là, ils ont essayé d'utiliser un peu une formule à la Hellcat. Okay. Mais sans utiliser leur héritage, je pense que Mustang, avec toute leur fanbase puis leur héritage, aurait pu ramener un modèle Mach 1, peu importe. Il y avait Bullet, tout ça. Il y avait 10 000 modèles qu'ils ont fait avec les années de temps. Puis réinventer un nouveau branding comme le Dark Horse, côté marketing à moi, peut-être qu'eux autres, ils disent que ça va attirer plus les jeunes. Ouais. Moi, je pense que ça vient un petit peu détruire l'héritage puis... Pas insulter les fans, mais un peu. T'es capable de résumer, c'est quoi le package Dark Horse? Parce que moi, je le connais pas. Là. C'est un petit peu... C'est style la Mach 1 qu'on a eu dernièrement. OK. C'est pas un Shelby GT350, mais ça va être un modèle plus performant, plus fait pour la track. Ça va être le V8 5 litres dedans, mais je pense qu'il y a comme un dual intake dessus. Puis en tout cas, il sort plus d'HP. Okay. C'est vraiment... C'est ça. C'est de la gimmick un peu marketing. Oh, ben là, ça... Mais tu sais... Moi, je suis passionné muscle car. Okay. J'ai passé beaucoup de temps là-dedans. J'adore ça. C'est une de mes niches, une de mes spécialités. Challenger, Camaro, Mustang, je les aime toutes. Avant, j'étais impliqué avec tous les clubs de Mustang, tout ça, quand j'étais chez Ford. Mm-hmm. Mais ces modèles-là, c'est important de faire un bon marketing, respecter l'héritage, ces choses-là. Puis c'est un petit peu pour ça, à mon avis, à moi, Camaro s'est tiré dans le pied. Eux autres, ils n'ont jamais fait un peu de marketing comme les Hellcat, comme aller chercher l'héritage qu'il y avait un peu chez Mustang. Eux autres, ils ont tout le temps mis des codes. Tu sais, je vais donner un exemple tout le temps, puis je parle toujours de ça. C'est la Camaro ZL 1LE. Ouais, ça, c'était weird, ça, ce nom-là. Un véhicule excellent. C'est un de mes véhicules que j'ai trippé. Je suis allé sur la track avec, j'ai monté ça à 280 et plus. Ouais. Malade. Mais le nom, horrible. Ouais, ben, on en parle dessus. BZ4X aussi, tu sais, je veux dire. Non, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça coûte trop cher, les copyrights? Ouais, non, je comprends pas moi non plus. C'est juste que pour la Camaro, elle, la ZL1, elle compétitionne contre Hellcat Red Eye, Shelby, GT500, puis ces choses-là. Puis juste le nom sonne épique. Là.
Ils ont été chercher de Ça sonne pas l'héritage. super héros, là. Puis, tu sais, c'est un petit peu. Je me l'ai fait expliquer un peu chez GM, c'est que GM, il y a beaucoup de gens à l'interne que c'est des ingénieurs. Puis le marketing, c'est pas important pour eux autres. Mais des fois, ils vont focusser les choses sur d'autres aspects pour que le véhicule performe vraiment bien. La Charger ou Challenger de Dodge avec le faux son électrique. Tu sais qu'il est un gars de muscle car. Faudrait que j'entende en vrai. En vidéo, je trouve. Ok. C'est quoi ça, le faux son électrique? Ils ont dévoilé, je pense, c'est le Challenger ou Charger. C'est un Charger Daytona. Charger Daytona. OK. Puis c'était des sons d'exhaust faux produits par des speakers. Dans l'habitacle. Non, Non, à l'extérieur du char. Excellent. Ça sonnait comme un Oh, weed eater. ouais. Mais c'est une voiture électrique, 100% électrique. Ah, OK. J'avais Sans- oublié ça. ouais, là. ça en Mais vient comme dans un le peu, on nouveau, a vu l'exhaust au SEMA sur le ça. Mach-E. Ouais. Je pense que c'est Magnaflow qui le fait. Non, c'est Ouais, Borla. Borla, ouais, ouais. ok. Ajusté avec l'exhaust. Avec la D'après moi, ça va pédale. vraiment faire. C'est des gimmicks. Là. C'est... Ben déjà, quand ils ont sorti, tu sais, c'était un des premiers Vaux qui parlait qu'il y avait à l'intérieur des speakers, tu sais, qui donnaient un peu plus de son ambiance quand tu te mettais en mode sport. Puis là, déjà, ça faisait comme réagir un peu, ben, tout ton Mon char, il est comme ton ça. countryman. J'ai un ça. countryman John Cooper, BMW. Puis quand tu mets ça en mode sport, ça sonne pas pareil, mais c'est parce que c'est pompé à l'intérieur fois 1000. Ça, puis les C43 que je te disais, là, le fameux crackling d'exhaust qui est fake, là, je suis désolé. Là, Ou le SQ5 qui met des. Je sais pas si t'as déjà essayé un SQ5, les plus récents. Audi, ils n'ont pas beaucoup de véhicules de presse ouais. au Québec. C'est plus présent à Toronto. Non, tu vois, moi, je préfère les chars électriques qui s'assument et qui font pas de bruit. comme on Ouais, dit. c'est ça. Ils font des bruits en dedans. Ils font des bruits de l'espace en dedans. Ça aide, Alex. On dirait que tu vas plus vite. Tu sais, je vais être franc, là. Mettons que tu fais une accélération avec le Ouais. puis sans le vu, on dirait que tu vas plus vite avec le vu. Je vais enchaîner avec des This or That. T'es-tu prête? Ouais. C'est bon. Ok, This or That, Ford ou GM? Je peux pas répondre à Mais si t'avais à répondre à ça. ça. Ça dépend du modèle. J'ai été longtemps chez Ford, Ouais. puis là, j'appartiens à un GM. Ben, OK. Mustang ou Camaro? Mustang. La Camaro est pas belle. Je la trouve pas belle. Ah, Ok, fair enough. Ça, Fair enough. C'est... Ok. Je sais pas si t'as essayé, mais je veux ton opinion là-dessus. Rivian R1T ou Ford Lightning? Je l'ai pas essayé encore. Ok. Ça s'en vient. Ça sent bien. Ouais. Puis le Rivian est beaucoup plus petit. Ouais? Supposément. Ouais. Mais il est pas mal plus cher. Le Lightning, non, pour de vrai? Ah ouais? Ouais, moi je m'ai fait dire que c'est comme un Tacoma. Ok. Ah ouais? Il a l'air bien plus gros en Il y photo. a beaucoup de rattle. Ah, bien sûr, mais au début, là, quand ça sortit, ça, c'était le meilleur pick-up sur le marché, tout Ouais, ça. ouais. Puis là, on a vu des tests de dyno que le truck n'était pas capable de supporter. Il perdait 80% quasiment de son autonomie quand il tirait. Ah, Ça, ouais, on avait ouais, regardé ouais. ça. C'était bien beau sur papier, mais puis la pub était incroyable. Mais en réalité... Moi, je veux faire une parenthèse là-dessus, là, parce que je vais avoir l'air old school là-dessus. Là. Mais, tu sais, c'est beau les nouvelles compagnies. Puis j'encourage ça, puis plus que de compagnies, mieux que c'est. Mais il ne faut jamais oublier que les autres compagnies, Ford, Mercedes, ces choses-là, ça fait plus de 100 ans qu'ils fabriquent des véhicules. Ils ont fait des patterns, ils ont développé des systèmes pour peinturer, fabriquer les véhicules. La façon qu'ils ont les usines, puis comment ils testent les véhicules, ça restera toujours une coche d'avance sur ces nouvelles compagnies-là. Peut-être qu'ils vont être plus avancés sur le software, ces choses-là. Tesla est fort là-dessus. Mais tous les trucs qu'ils ont partout, là, juste pour tester. Puis c'est un peu à ça que je parlais un peu dans le Genesis, que je disais que beaucoup de chroniqueurs ont dit qu'il n'y a pas le fameux essuie-glace en arrière. Autant le Kia que le Hyundai, que tout ça. Ça montre juste qu'il y a eu un manque de tests du véhicule. Puis c'est quelque chose que j'ai eu avec GM dernièrement, à Cap du Casing, en Ontario. Ils testent les véhicules. Quand il ne fait pas assez froid, ils les mettent dans les congélateurs. Ils partent. Ils checkent tout ce qui casse. Ils les testent pour être sûr que c'est prêt pour le climat d'ici. OK. Ouais. Ben, tu sais, d'ailleurs, la compagnie Rimac, tu sais, qui a été rachetée par Bugatti, justement, tu sais, eux autres, il y avait une belle technologie. Puis évidemment, ça a été racheté par un gros. Fait que, tu sais, ça, c'est. Nevera. La Ouais. Rimac Nevera, c'est ça? La Rimac, Ouais. ouais. Raptor ou TRX? J'ai pas essayé le Raptor R encore. Oh! Le quoi? Faut que j'essaye le Raptor R. Avec R. le V8 Supercharged de la Shelby GT500. OK. Je suis un ancien propriétaire de Raptor. OK. Fait que pour moi, c'est un sujet, tu sais, V8, EcoBoost, ces choses-là. Ah. C'est toujours un peu quelque chose qui me T'as aimé ton chicote. expérience avec le Raptor? Le dernier, le Gen 3, non. J'ai Non? pas aimé ça. OK.
Celui que Frank nous a montré quand il est venu ici. Non, toi, t'avais-tu un 6.2? Moi j'avais un Gen 1. OK, il y a 3 générations de Raptor. 5.4, 6.2. Ben, c'est ça? Le premier, au début, il y avait le 5.4. Ouais. Par la suite, il y avait tout le 6.2. Techniquement, les premières générations ont tout le 6.2. Les 5.4, ils n'ont aucune valeur. Non. Après ça, on est tombé dans le Gen 2 avec le EcoBoost High Output. Puis là, on est rendu Gen 3, que techniquement, c'était un peu un carry-over du Gen 2, mais ils ont modifié la le suspension. facelift. C'est C'est un ça. Gen Frank, 3. Frank, il y a un Gen C'est 3. un 2022, fait que... C'est ça, il y a le brand new avec Ouais. le package 37. Puis Je tout. trouvais qu'il avance. Il avance pas bien. Il pousse pas. Tu sais, j'ai testé le F-150 Tremor, puis il était aussi vite le Tremor que le Raptor. Surtout le Raptor avec les 37. Tu vois que les EcoBoost, c'est comme. Je suis pas fan du son aussi. Le son qui sort de ça. Si on compare Raptor Gen 3 avec le EcoBoost versus TRX et TRX Any Day, Anytime, le TRX est tellement le fun à conduire. À chaque fois, tu tripes. Puis c'est sûr que l'utiliser tous les jours, il faut que tu aies une carte de gaz. Là. C'est sûr que le Raptor, tu es capable de le manager pour qu'il ne consomme pas si pire. Ouais. C'est l'avantage du fameux EcoBoost. Mais conduire le TRX, c'est tellement le fun. C'est vraiment, dans mes pick-ups que j'ai conduit dans toute ma vie, c'est lui le numéro 1. C'est sûr et certain. On a eu du fun. Nous autres, on a fait un shoot une journée avec un TRX, puis c'était débile. Mais effectivement, ça a coûté quasiment 150$ de gaz en une journée. Là, fait que... Mais il est bien calibré. Qu'est-ce que j'aime, c'est comme le TRX, c'est un peu idiot-proof que j'appelle. Tu peux pas le mettre en 2 roues motrices. Ah non? Fait que si tu pourrais le mettre en 2 roues motrices, c'est là qu'il casserait. Là, tu pourrais te faire mal. Là. C'est ça le défaut des fameux Shelby modifiés. Quand tu mets un supercharge, quand tu développes le 700 HP, ces choses-là, souvent la transition, le drive shaft, le diff, tout ça. Les F-150 Shelby? Shelby, ouais. Ils pètent gros. Ça, ouais? Ça, c'est une information qui vient directement chez Shelby. Hey. Les gars me l'ont dit directement, puis il dit, tu sais, le camion n'est pas fait pour ça. Au moins, le TRX, il est fabriqué pour prendre la puissance du L4. OK. Make sense. On a appris. OK. Tu as essayé récemment la GLI, la nouvelle Jetta GLI. GLI, mais on connaît peut-être pas essayé, la nouvelle Civic SI. GLI pas aussi. ça sert bien. OK. Tu as essayé récemment les F350, les nouveaux, là, les Super Je les ai pas essayés. Non, j'ai juste fait un update dessus. Ils sont pas sortis encore. Ils ont été dévoilés. OK. Ça c'est des véhicules que... Ça, c'est vraiment le type de véhicule pour faire un voyage de presse, pour faire la bonne expérience. Parce qu'à la maison, là, à part ça, on s'appelle Truck King. Là, ça, c'est des gars, des YouTubers en Ontario. Les autres, ils ont plein de trailers et ces choses-là. Moi, j'ai pas ce genre de trucs-là. Puis, quand on tombe dans le Super Duty, les HD, ces choses-là, il faut vraiment tirer des remorques pour faire l'expérience. Puis quand que je fais des voyages de presse, on le fait. Puis déjà là, une fois avec GM, j'ai tiré le fameux 36 000 livres. Ah ouais? Puis ça a été comment? Ça allait bien. C'est parce que quand on tombe dans ces poids-là, chaque État, chaque province a des règlements spéciaux pour le poids, les axles, ces choses-là. Ça devient super compliqué. Là, on était comme sur une piste d'avion. Parce qu'on légalement, on n'était pas autorisé d'aller sur la route avec, mais tu sais, comment je pourrais dire? On l'a tiré, là, tu sais. Ça t'a-tu le camion rushé un peu? Ouais, mais tu sais, oubliez pas que j'ai un background de tracteur puis de bulldozer puis tout ça. J'ai déjà tiré des trailers qui étaient beaucoup trop pesants pour la machine. Un petit côté redneck. Oui, le tracteur, il lève là, parce que t'as pas assez de pesant en avant. Dernier, Bronco ou Wrangler? Tous les jours, Bronco. Beaucoup plus confortable, beaucoup plus de place dedans. Il n'a pas fait encore ses preuves côté fiabilité à 100%. Là, c'est encore un nouveau produit. Mais je suis pogné, moi, dans le Wrangler. Je trouve que le siège ne recule pas assez. Je suis coincé dedans. Ah, ouais. Puis dans le Bronco, il est plus large, il porte mieux sur le chemin. Puis pour j'appelle ça un auto qui se démanche. Ouais. Je le dis tout le temps, puis je veux pas insulter les gens qui ont des Jeeps, là, mais rouler ça tous les jours. Là, moi, à chaque fois que j'en ai un pendant une semaine, je suis comme content, mais je suis content de le ramener. Une semaine à la fois, c'est suffisant. Surtout l'hiver. L'hiver, là, chauffé, là, des fois, là, on dirait que l'air rentre dans toutes les craques, puis il y a une place, c'est bien chaud, puis une place, c'est bien froid, puis faut aimer l'expérience Jeep. Là. Louis, t'aurais froid à l'œil. Non, mais dans son Polestar, on est monté à Québec dans son fucking Polestar. Il y a toujours un coup de vent, un petit peu de vent dans l'œil. Mais qui m'arrivait direct dans l'œil droit.
Je te jure, je paniquais. Puis j'avais vraiment l'œil froid. Puis il a fallu que je mette mon manteau pour cacher une espèce de petit... Hey, il y avait un petit vent là, qui m'arrivait direct dans l'œil. C'était fatigant. Bref. Ouais. Fait que quelqu'un dit ça, il y a du vent qui rentre à gauche à droite. J'ai regardé Jeff, Ouais, j'étais comme c'est tout pas, ton c'est pas le polster, véhicule là. pour toi. Non. Surtout pas l'hiver. Jules, merci beaucoup de t'être rejoint. Mais à attends, nous. j'ai pas entendu c'est quoi son auto la plus C'est vrai, la ouais, plus c'est ça. hot, la plus Ton coup de exotique. cœur, all Ton time. coup de cœur, ouais. J'ai pas all time, mais cette saison, cette année, c'était Cadillac, c'était 5V Blackwing. Oui. Manuel ou Oh! Ok. malade. Ça, c'était un redneck en tuxedo que j'appelle. Ah ouais, hein. Excellent. C'est la puissance, c'est faut être quand même un pilote avancé pour conduire ça. C'est pas n'importe qui peut conduire Non, ça. c'est sûr. La Real drive, transmission, la clutch est dure, Ah, elle est ouais? pesante. Wow. C'est comme si on serait dans un muscle car 4 portes, mais qui paraît bien, mais en même temps, il est sleeper. La transmission, il y a le rev match dessus. L'exhaust, ça crie fort. C'est une voiture que tu sais qui quand même, faut que tu la respectes. C'est pas comme clenche, j'ai pas peur. Mettons, un autre que j'ai beaucoup aimé, la BMW M5 Compétition. La M5 Compétition, elle te donne confiance à cause de ce système intégral. Motrice. Fait que, c'est une fusée. Là. Oh, ouais. Je ferais une course entre les deux, je prendrais la M5. Là, parce que c'est sûr qu'elle va tout le temps décoller comme il faut. Ben L'autre, oui. ça se peut qu'elle reste sur place. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça a été quoi ta plus grosse déception? Tu sais que t'avais des Ouais, expectations, t'étais ça ça, va je être suis curieux, nice, ça. puis finalement, ben comme moi, je le cacherai pas, la Ghibli, avant de conduire ça, j'étais comme, hey, ça va être fou, Maserati, Ouais. cool, puis finalement, j'étais comme, C'est déception dans mes essais routiers, pas tant. J'avais plus de déception quand j'étais plus jeune. OK. Quand je travaillais pour Volkswagen, j'ai eu la chance de conduire une R32, puis j'avais été très déçu. Ah, Je tripais R32, là, puis je m'attendais que ça soit une bombe, puis ça allait bien tourner. Le très vite. VR6, ça? Celle qui avait l'automatique, pas la première. OK. Pas la première gen là, avec manuel VR6. Là, Non, les c'est pas une autres, là. MK4, une MK6. Ça se peut-tu? Ça avait une 5, genre. 5? Ouais. ouais. Avec le DSG dedans, j'avais été très déçu. J'ai un de mes amis qui m'avait fait une ride en Lamborghini Diablo. J'avais trouvé que c'était assemblé à la main. Ah ouais, hein? Dans le temps que c'était Lamborghini qui faisait, là. Diablo, Ouais. là, je trouvais que c'était très... Il y avait plein d'affaires pétées dedans. Puis lui, il faisait attention, là, puis... Ça dit un peu. C'est une Diablo, genre, c'est un super YouTuber. Bon, ça, je sais pas si vous le connaissez, c'est Rob Dem. Ben oui, avec Ouais. sa RX-7 4 rotors, chose de même. Ouais. All-wheel drive 4 rotors. Ben lui, il travaillait avec moi dans les salons de l'auto avant. Ah ouais! Ah. Puis c'est ça, à un moment donné, il s'est pointé Ça, c'est à un notre OG. training en Lamborghini. Il s'était acheté ça. Ouais. OK. C'est un OG, le gars. Là. Ça fait Ouais. longtemps qu'il est sur le YouTube game. Ok. là. Fait que, Hey, wow, une wow, ça a dû être Diablo. une belle expérience. C'est vrai parce que c'était un de ses chars à un moment donné, je pense. Il l'a encore. Il l'a encore? Il Ouais. en monte presque pas. Ouais, non. Hein. Il C'est une œuvre avait- d'art, là. C'est... Je pense que c'est l'ancien char à Jermaine Dupri. OK. Qui ça? Jermaine Dupri, c'est comme un rappeur à Atlanta. OK. Ah, ça me je dit connais quoi. pas, moi. Hey, On va rapper ça. ben oui, Julien, Merci. merci beaucoup de t'être déplacé. Merci beaucoup fait d'avoir plaisir. passé sur le podcast ici chez Profila. Encore une fois, que je te dis, as-tu des plugs? Est-ce des choses où est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut... Partout sur TikTok, YouTube. Sur YouTube, c'est Torque Media. J'ai une page en français et en anglais. Sur TikTok, c'est Joe Torque. Il y a ma conjointe aussi, F Torque, qui est avec moi, qui donne son avis de plus en plus. Là, depuis que le bébé est un petit peu plus vieux, elle revient beaucoup dans la game. Elle va tester de plus en plus de véhicules avec moi. On a notre podcast, Torque Podcast. Ouais. On vous analyse des véhicules, moi puis ma conjointe ensemble. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que partout sur tout Instagram, Facebook, tout ça, c'est Joe Torque, Torque Media, F Torque. Puis pour le podcast, c'est Torque That's Podcast. it. Right. Là, on va aller voir ça en bas. Là, Ouais, on parce va que- aller voir ce Maserati-là. Le petit segment qu'on aime bien. là. 21 500 $ la peinture. qu'on a appris. Comment qu'elle s'appelle, la peinture? Furio, Jaune Canary. Furiosa. Canary. C'est on l'avait checké tantôt. Bon. Galio Monenez Wow. Furiosi. Ça me donne le goût de dépenser 21 500. C'est dur à Hey, dire. merci Julien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut.